Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Dans cette vidéo, vous retrouverez l'ensemble des vidéos relatives au programme de l'UE10 de comptabilité approfondie. Évidemment, cette vidéo est un support pédagogique. Un travail de votre côté sera nécessaire pour garantir une bonne note à l'examen. Si vous souhaitez un support écrit, donc des fiches de révision, n'hésitez pas à consulter le lien en description. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et un bon courage pour l'épreuve. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir comment traiter les événements postérieurs à la clôture. C'est un point fondamental pour le respect de l'image fidèle des comptes et on va suivre une méthode en 5 étapes. Alors la méthodologie pour respecter cette image fidèle, c'est d'abord identifier l'événement. D'abord, on identifie clairement l'événement survenu après la clôture de l'exercice, par exemple un incendie, un jugement dans un litige, une grosse créance irrécouvrable, ça peut être plein d'autres choses, mais il faut l'identifier. Il faut ensuite noter la date. On précise la date de survenance de l'événement, est-ce que c'est juste après le 31 décembre ou plusieurs semaines plus tard. Il faut ensuite qualifier l'événement. La troisième étape, qui est la plus importante, on se demande si l'événement est lié à des conditions existantes à la clôture. Si cet événement est en effet lié à des conditions existantes à la clôture, on parle d'un événement postérieur à la clôture avec un lien direct et prépondérant. Sinon, il s'agit d'un événement sans lien direct, donc on ne le comptabilise pas. Sauf dans certains cas, on peut en faire mention en annexe. La quatrième étape, c'est de demander est-ce qu'il va être pris en compte dans le résultat de N. C'est ici que ça se joue. Si l'événement est lié à des conditions existantes à la clôture, alors on passe une écriture dans les comptes de N. Sinon, on ne passe rien. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Un événement qui n'a pas de lien direct, un incendie après la clôture, un nouveau litige, une vente après le 31-12, un événement qui lui a un lien direct et prépondérant, par exemple un jugement qui confirme une créance irrécouvrable de l'exercice, une faillite d'un client déjà douteux à la clôture, des événements qui ont techniquement un lien avec l'exercice qui a eu lieu, mais qui sont finalisés après la clôture. Et enfin, la cinquième étape, la mention dans l'annexe. On se demande s'il faut en faire mention dans l'annexe. Même si l'événement n'est pas comptabilisé, on peut le mentionner en annexe, s'il remet en cause la continuité de l'exploitation ou s'il est significatif. Bon, comment est-ce que ça fonctionne ? Pour qu'on fasse plus simple, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un client douteux au 31-12 qui a fait faillite le 10 janvier. Donc si on a bien suivi, c'est un événement qui présente un caractère direct et prépondérant et qui est donc lié à des conditions existantes à la clôture. Les écritures comptables, eh bien, dans un premier temps, on va devoir doter provision pour créances douteuses et on va au crédit passer 49,16 provision pour dépréciation de créances clients. Donc ça, c'est la dépréciation qu'il va falloir passer. Puis ensuite, il va falloir constater la perte si la créance devient irrécouvrable. En l'occurrence, elle le devient probablement puisqu'il a fait faillite. On va donc débiter notre 654 par notre 416, donc client douteux. Et ensuite, on va reprendre la provision si elle a déjà été passée par notre 49,16 et notre 78,17. Il faut faire attention au traitement fiscal. Les provisions et dépréciations comptabilisées selon ces principes ne sont pas déductibles fiscalement et les reprises correspondantes ne sont pas imposables. Pour conclure, retenez bien la logique. Tout repose sur le lien entre l'événement et les conditions existantes à la clôture. La comptabilisation se fait uniquement si le lien est direct et prépondérant. Et dans le doute, pensez à l'annexe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux d'autres vidéos claires comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et également, va consulter le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau point de DCG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très technique mais essentiel en comptabilité, le traitement des contrats à long terme. On va comparer deux méthodes, l'achèvement des travaux et l'avancement. C'est parti. Premièrement, la méthode de l'achèvement des travaux. Ici, le résultat n'est constaté qu'à l'achèvement du contrat. Tant que le projet n'est pas fini, il n'y a ni produit ni résultat. On active juste les encours au bilan.
Du coup, au niveau du traitement comptable, rien de bien compliqué. On va passer des encours de production dans des comptes de stock, donc 33 ou 34, qu'on va constater dans des comptes de produits, variation de stock en cours. Et à la clôture des exercices suivants, eh bien, on va constater ces encours avec notre stock initial, puis notre stock final. Comment est-ce que ça se passe à l'achèvement du contrat ? Eh bien, on va annuler le stock initial qu'on a constaté avec les encours précédents et on va enregistrer la vente comme une vente classique puisqu'on constate le résultat qu'à l'achèvement. Donc un 411 et un 70. En cas de contrat déficitaire, si le contrat est en perte, on doit le constater dès que la perte est probable, pas simplement à la fin lorsqu'on constate l'achèvement. Eh bien, on doit faire une dépréciation des encours. Cette dépréciation va être passée en comptabilité sous le compte 68-173, dotation aux provisions sur encours, et un compte 39, donc soit 393, soit 394, dépréciation des encours. Comment est-ce qu'on évalue cette dépréciation ? La dépréciation, elle va être égale à la perte totale multipliée par le stock en cours divisé par le coût de revient total provisionnel. Donc on estime par exemple un chantier à 100 000 euros, et bien ça c'est le coût de revient total provisionnel. Ce coût de revient total provisionnel peut varier, mais le montant du stock en cours, lui en l'occurrence par contre il ne varie pas, c'est ce qu'on a effectivement constaté. Et on peut également passer une provision pour risque, donc une provision pour perte sur contrat avec un 68,15 et un 15,16. Provision pour perte sur contrat. Cette évaluation de provision, eh bien, elle va être faite en soustrayant la perte à terminaison moins la dépréciation du stock d'encours. La seconde méthode, c'est la méthode de l'avancement. Ici, on reconnaît le chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux, exercice par exercice. Les conditions pour l'appliquer cette méthode, il y en a 3. Premièrement, l'inventaire des encours doit être régulier. Cette méthode doit avoir été acceptée par le co-contractant, donc l'entreprise avec qui on travaille. Et enfin, il doit y avoir une existence de documents comptables prévisionnels permettant de chiffrer les charges à engager et les produits à recevoir. Comment est-ce qu'on va évaluer tout ça ? Eh bien, on va l'évaluer avec un pourcentage d'avancement. Le pourcentage d'avancement, c'est rien d'autre que le coût des travaux acceptés sur le coût de revient total prévisionnel. Ce qu'on appelle le coût des travaux acceptés, c'est ce que les travaux nous ont coûté à la clôture de l'exercice. Et le coût de revient total prévisionnel, c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple, un chantier qui va nous coûter 100 000 euros, c'est les prévisions et le coût de travaux accepté. Par exemple, en N, on a constaté 50 000 euros de coût de travaux et donc on est techniquement à 50% de l'avancement si on a dépensé 50 000 euros sur les 100 000 euros prévisionnels. À la date de la clôture, on va comptabiliser un encours de contrat. Contrairement à la méthode précédente, le résultat n'est pas enregistré qu'à l'achèvement. Ici, on va enregistrer un encours, entre guillemets, de résultat, mais on appelle ça de contrat. Comment est-ce qu'on passe cette écriture ? Un 41,80 client FAE, donc la somme selon le degré d'avancement en pourcentage. Dans notre compte de produit, pareil, on met notre avancement et on met également la TVA qui se rattache à notre avancement. Comment est-ce qu'on évalue la somme selon le degré d'avancement ? Eh bien, on va multiplier notre CA par le pourcentage d'avancement pour ce chantier. À la fin du contrat, on enregistre la vente réelle et on annule les CA déjà comptabilisés à l'avancement. Eh bien, on constate une écriture de vente et on annule celle passée précédemment, donc on la contrepasse. Dans le cas où l'exercice est déficitaire, on va calculer la perte à terminaison et on compare avec le résultat déjà comptabilisé. La différence est une provision. Comme précédemment, ce sera une provision, donc 15-16, provision pour perte sur contrat. La formule, c'est la perte totale moins le résultat à l'avancement déjà constaté. En résumé, la méthode de l'achèvement est prudente, on attend à la fin du contrat, et la méthode à l'avancement est plus fine mais plus exigeante. Elle permet une meilleure vision de ce qui a réellement été perçu par l'entreprise pendant l'exercice, mais il faut suivre activement le CA qui est imputable à cet exercice-là. Et dans tous les cas, attention aux contrats déficitaires puisque c'est des cas spécifiques. Si tu veux continuer à maîtriser les traitements comptables du DCG, abonne-toi à la chaîne et à très vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la seconde partie du programme de comptabilité approfondie qui va être dédié à la comptabilité des sociétés.
Dans ce premier chapitre de la partie 2, nous allons nous intéresser à la constitution des sociétés, donc les écritures qu'il faut passer et le fonctionnement de cette constitution. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une société ou qu'on augmente son capital, les associés s'engagent à faire ce qu'on appelle des apports. Ces apports peuvent être en numéraire, donc de l'argent, en nature, comme des biens matériels, ou en industrie, c'est-à-dire des compétences. Mais attention, les apports en industrie ne sont pas comptabilisés au capital, puisque leur valeur est difficilement estimable. Et forcément, qui dit apport dit écriture comptable. Et là, il faut bien suivre, parce que l'écriture varie selon les étapes du processus. Dans un premier temps, nous allons voir la première phase, la phase de promesse d'apport. Au moment où un associé promet un apport, on utilise deux comptes. Le compte 4561 pour enregistrer l'associé, associé compte d'apport en société, et le compte 1012 qui correspond au capital souscrit appelé non versé. La seconde phase, c'est la phase de libération du capital. La phase de libération, c'est quand l'apport est réellement libéré, donc quand il est versé ou remis à la société. On passe une autre série d'écritures. On va donc débiter le 512 si c'est un apport en numéraire ou une immobilisation si c'est un bien. Et en contrepartie, on va créditer le compte de l'associé 4561 pour montrer que l'apport a été libéré. Pour solder tout ça, on passe un compte de capital 1012 pour solder ce qu'on avait donc précédemment enregistré. Et on utilise ensuite le 1013 pour indiquer que le capital est maintenant appelé et versé. Parfois, la libération est progressive. Les apports sont libérés en plusieurs fois. Dans ce cas, on voit apparaître d'autres subdivisions comme l'écriture suivante, 109 pour les actions non encore appelées et 1011, capital souscrit non appelé. Et bien sûr, le 42621 pour les actionnaires en attente de versement. C'est un jeu d'écriture qui permet de suivre chaque étape de l'engagement des associés. Donc voilà le jeu d'écriture. En cas de libération ultérieure des apports en numéraire, puisque seulement les apports en numéraire peuvent être libérés ultérieurement, puisque forcément une immobilisation, ça se libère immédiatement. Donc c'est ces écritures-là qu'il faut savoir, avec les montants à indiquer, donc le reste du solde non versé, ce qui a été finalement versé, et encore une fois, on finit toujours par le solde, donc avec un 10-12 et un 10-13. Et on peut se demander si un associé ne paye pas. On parle alors d'un actionnaire défaillant. Dans ce cas, on va débiter le compte 4566, actionnaire défaillant. Et on va le créditer par le compte qui lui est rattaché, 4561, associé compte d'apport en société. La société peut même engager des procédures contre l'associé s'il ne libère pas ses apports à temps. Concernant les frais de constitution, la constitution d'une société entraîne aussi des frais. Rédaction des statuts, annonces légales, etc. Il y a deux façons de les comptabiliser. Soit la méthode de référence dit qu'on va les passer en charge, c'est la méthode la plus prudente, ou alors la méthode alternative, il est possible de les activer dans des comptes 2011, frais de constitution, et ces frais peuvent être amortis de façon linéaire sur 5 ans. Retenez que la comptabilisation des apports dépend de leur nature et de leur libération, et que les frais de création peuvent impacter directement le résultat ou l'actif selon la méthode choisie. C'est un sujet classique mais important, souvent présent dans les examens ou les cas pratiques du DCG. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le traitement comptable de l'impôt sur les bénéfices avec un focus sur les sociétés soumises à l'IS. On va parler des écritures comptables, du régime d'imposition selon le type de société et du fonctionnement des acomptes trimestriels ainsi que du solde à régulariser. C'est une notion essentielle pour le DCG, alors accroche-toi bien, c'est parti. Premièrement, quand une société paie son impôt sur les bénéfices, on enregistre une écriture forcément, puisque c'est une charge comme une autre. On va débiter le compte 695, impôt sur les bénéfices, qu'on va créditer par le compte 444, État, impôt sur les bénéfices. Cette écriture permet de constater le montant de la régularisation, c'est-à-dire la somme des acomptes moins l'impôt réellement dû. L'État a donc un compte dédié à lui-même qui est le compte 444. Et au moment du paiement, forcément, on va solder notre 444 par notre 512 banque, par le montant de l'impôt. Vous allez comprendre juste après ce qu'on appelle régularisation, ce qu'on appelle acompte et ce qu'on appelle impôt réellement dû. Je vous ai fait ici un petit tableau clair pour savoir quelle société est soumise à quel impôt. Je ne vais pas rentrer en détail, on peut opter certaines fois pour l'IR
ou certaines fois on ne peut pas. Et souvent, on peut opter pour l'IS ou alors c'est de l'IS par défaut. Mais comment est-ce que ça fonctionne l'IS? Donc l'impôt sur les sociétés en France actuellement c'est 25%, donc c'est depuis 2022. Mais attention, il existe aussi un taux réduit de 10% dans 2 cas très précis. Ce taux profite aux résultats issus de la concession de licence et également des plus-values nettes à long terme. En fiscalité, vous allez savoir déterminer ce qu'est une plus-value nette à long terme. On ne va pas rentrer ici en détail, il y a des vidéos consacré à cela sur la chaîne. Mais donc, comment est-ce qu'il va être payé, cet impôt sur les sociétés? Eh bien, les sociétés soumises à l'IS doivent payer 4 acomptes répartis dans l'année. Calculés à partir du bénéfice fiscal de l'année précédente, chaque acompte correspond à 25% de l'IS estimé. Donc, par exemple, un acompte, c'est 0,25, c'est un quart, fois 25% du résultat fiscal de N-1. Pourquoi est-ce qu'on prend N-1? Puisqu'on n'a pas encore le résultat fiscal de l'année en cours. Et donc c'est ça en fait. C'est sur ça qu'on va baser notre régularisation. La régularisation aura lieu seulement l'année qui suit l'année imposée. Donc c'est-à-dire N+1. En N+1, en mai N+1 pour être exact, on va pouvoir régulariser le montant de l'IS dû. Dans le cas où N-1 était une meilleure année avec un meilleur résultat, eh bien on aura payé plus d'IS que ce qu'on a effectivement dû. Et dans le cas inverse, on a payé pas assez d'IS. Les dates de versement, c'est le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre. Le premier acompte se base sur N-2. Le second se base sur N-1 multiplié par le résultat de N-1 fois un quart fois 25% fois 2, moins le premier acompte. Donc là, on régularise par rapport à N-2 puisqu'on n'avait pas encore N-1 à ce moment-là. Et les deux suivants se basent évidemment sur N-1. Le solde est versé dans les 3 mois qui suivent la clôture avec une majoration de 10% si les dates sont dépassées. Donc après la clôture de l'exercice en cours, donc l'exercice N, on calcule l'IS réellement dû sur les bénéfices de l'année qui va nous permettre ensuite de déterminer l'IS à régulariser. L'IS réellement dû sur l'exercice N, eh bien c'est simplement 25% du résultat de N. On va donc prendre ce montant, résultat N fois 25%, qu'on va soustraire aux acomptes qu'on aura versés durant l'exercice. Donc la somme des 4 acomptes. Et donc c'est ce solde-là qui doit être payé dans les 3 mois qui suivent la clôture. À savoir qu'il peut être positif ou négatif si on a payé plus ou moins d'impôts. Pour clarifier tout ça, nous allons prendre un exemple simple mais parlant. Dans l'hypothèse, on cherche à connaître notre IS dû pour l'exercice N. À savoir qu'en N-1, on a fait un résultat de 100 000 euros, un résultat net de concession de licence de 20 000 euros et un taux d'IS de 25%. Et le taux réduit, comme on l'a vu précédemment, c'est 10%. Donc il y a 10% sur les 20 000 euros de résultat de concession de licence. On va donc vouloir calculer ces acomptes. Eh bien, le montant total estimé d'IS pour N, c'est 100 000 euros, donc le résultat de N-1, fois 25%, donc 25 000 euros, et 20 000 euros fois 10%, 2 000 euros, donc un IS total estimé à 27 000 euros. On va donc calculer les acomptes trimestriels en partant de ces 27 000 euros-là. Donc ça fait 6 250 euros plus 500 euros par trimestre, donc 6 750 euros par acompte. Comme dit précédemment, ces acomptes-là vont être versés le 20 février N jusqu'au 15 mars, le 20 mai N jusqu'au 15 juin, le 20 août N jusqu'au 15 septembre et le 20 novembre N jusqu'au 15 décembre. Le premier acompte, il va être calculé exceptionnellement sur N-2 si le résultat de N-1 n'est pas encore disponible. En l'occurrence, on va simplifier le cas en disant qu'il est disponible. Le 20 mai N, on va le calculer sur N-1, puis on ajuste en fonction de si on a calculé le premier acompte sur N-2. Lors du second acompte, on va procéder à une régularisation dans l'hypothèse où on a calculé le premier acompte sur l'exercice N-2. Pour procéder à cette régularisation, on va prendre notre deuxième acompte qui va être calculé lui sur N-1, qu'on va multiplier par 2, comme si on l'avait payé 2 fois pour le premier acompte et le second, mais on va soustraire le premier acompte de cela. Comme ça, on aura calculé tous nos acomptes sur N-1 et non pas sur N-2 pour que ça soit plus parlant, plus proche de l'activité réelle. Et bien c'est exactement ce qu'on a fait ici, simplement ici comme on a tout calculé sur N-1, on n'a pas eu besoin de faire cela, mais je vous ai écrit ici la formule. Si on avait calculé sur N-2 le premier acompte, on prend la somme de l'acompte du 20 mai, donc du deuxième acompte, c'est-à-dire l'IS de N-1, c'est-à-dire 27 000 euros divisé par 4, 6 750 euros, qu'on va ensuite multiplier par le taux d'IS donc de 25%,
qu'on va multiplier par 2 et on va soustraire tout ça à l'acompte du 20 février. Mais en l'occurrence, on n'a pas besoin de faire ça puisque le acompte du 20 février, on l'a calculé sur l'exercice N-1. On est parti d'une hypothèse très favorable. Il est probable que le cas ne soit pas le même lors d'un exercice. Le 20 août et le 20 novembre, rien de bien compliqué. On prend notre IS qu'on divise par 4. Maintenant, comment est-ce que ça se passe, la régularisation ? Eh bien, le résultat fiscal réel de N, c'est 120 000 euros. Donc, c'est 20 000 euros de plus que ce qu'on croyait. Et le résultat de cession de licence de N, c'est également 30 000 euros. On remarque donc que l'IS réellement dû, c'est 33 000 euros et non pas 27 000 comme en N-1. On a donc payé moins d'impôts que ce qu'on aurait dû payer. On a donc juste à soustraire nos acomptes qu'on a payés au total, nos 4 acomptes, par le montant total réellement dû, donc 33 000 euros. On a versé 27 000 euros d'acompte et on remarque donc une différence de 6 000 euros. Cette différence de 6 000 euros, elle est à régler dans les 3 mois suivant la clôture, donc avant le 31/03 N+1, avec un risque de majoration de 10%, donc 600 euros de pénalité potentiellement ici. Retenez bien donc que le traitement de l'IS suit des règles précises, aussi bien comptables que fiscales. Il faut maîtriser les dates, les écritures et les différents régimes selon les formes juridiques. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage-la. Et n'hésite pas à aller voir les autres vidéos présentes sur la chaîne et également les fiches dans la description. A très vite dans une prochaine vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir comment une société répartit son bénéfice en fin d'exercice. Quelles sont les règles, comment on calcule les dividendes et quelles sont les écritures comptables qu'il faut passer. Premièrement, la notion de bénéfice distribuable. Comment est-ce qu'on va le calculer ? Le bénéfice distribuable, on le calcule en partant du résultat de l'exercice, donc du bénéfice de l'exercice auquel on soustrait les pertes antérieures plus les réserves obligatoires et auquel on ajoute le report bénéficiaire et les réserves distribuées. L'ordre de répartition des bénéfices, il se fait selon une hiérarchie bien précise. Premièrement, en application des règles légales, les règles statutaires et enfin la décision de l'Assemblée générale ordinaire. Il y a deux types de dividendes. Le dividende, il se décompose donc en une partie, le premier dividende ou intérêt statutaire qui va être calculé sur le capital libéré non remboursé et non amorti et le super dividende qui va être décidé librement par l'AGO sur le bénéfice résiduel une fois les réserves et le premier dividende affectés. Je vous ai fait ici un tableau qui résume comment on calcule, comment est-ce qu'on va déterminer chaque versement. Bien, tout d'abord, on part du résultat auquel on va retrancher 5% donc de ce résultat aux réserves légales, à savoir que les réserves légales, elles doivent être inférieures à 10% du capital. Donc autrement dit, si dans les réserves légales, il y a déjà 10% du capital, eh bien, il n'y a pas d'affectation du résultat qui se fait dans ces réserves légales. On peut également donc, y imputer soit un report à nouveau au crédit, soit au débit, donc qui vient en addition ou en soustraction. On a ensuite donc notre bénéfice distribuable qui revient à faire notre résultat moins les réserves légales plus ou moins notre report à nouveau. C'est ici qu'on va distribuer nos intérêts statutaires, donc le premier dividende qu'on appelle. C'est un pourcentage qui va être indiqué souvent dans l'énoncé de l'exercice. Il faut prendre en compte uniquement le capital libéré ici. Donc les dividendes se versent uniquement sur le capital libéré. À savoir que les versements anticipés sont compris dans le capital libéré. Donc on va prendre un pourcentage indiqué, multiplié par le capital libéré. Et donc ici, il faut distinguer les anciennes actions et les nouvelles actions. Les anciennes actions, le premier dividende, il va être calculé, comme je l'ai dit précédemment, en faisant le pourcentage de dividende multiplié par le capital libéré non amorti. Tandis que les nouvelles actions, on va pondérer en fonction du nombre de mois de libération et de la part nominale libérée. Donc pour faire simple, l'action nouvelle, comme indiqué ici, on va prendre le nombre de nouvelles actions libérées multiplié par la part du montant de la valeur nominale libérée. Donc on veut savoir combien de ces nouvelles actions ont été libérées, multiplié par le nombre de mois qu'elles sont libérées. C'est-à-dire que ici, c'est un prorata en quelque sorte. Au cours de l'année, il y a tant d'actions qui ont été libérées, tel mois, eh bien, on va prendre en compte tout cela pour
déterminer le nombre de nouvelles actions auxquelles on va pouvoir verser le dividende. Forcément, étant donné qu'elles ont été libérées seulement en cours d'année, le dividende sera inférieur comparé à celles versées aux anciennes actions. Donc voilà, ici par exemple, je vous ai mis un petit exemple. Pour les actions nouvelles, on va dire qu'elles ont été libérées à, par exemple, un quart depuis 8 mois. Eh bien, on va prendre ici en compte le fait que seulement 25% des actions ont été libérées. Et donc, ça fait seulement 8 mois, donc 8 sur 12, qu'elles ont été libérées. Une fois les intérêts statutaires libérés, on va avoir les réserves facultatives. C'est décidé par les actionnaires, que c'est eux qui vont le déterminer, ça vous sera indiqué dans l'énoncé. Et ce qui reste est réparti entre toutes les actions. C'est ce qu'on appelle le super dividende. Et bien, une fois qu'on aura soustrait aux bénéfices distribuables les intérêts plus les réserves facultatives, eh bien, on connaîtra notre reste. C'est sur ce reste-là qu'on va pouvoir calculer notre super dividende. On aura juste à prendre notre reste divisé par le nombre d'actions et on prendra le résultat arrondi. Et donc, toutes les actions donnent lieu à un super dividende. Donc ici, même les actions nouvelles donnent lieu à un super dividende. Il vous sera indiqué à quelle décimale il faut arrondir ce super dividende, puisque souvent il y a beaucoup de décimales. Et donc, l'arrondi prend en compte. Et en fait, ce qui va rester, justement, bien, c'est un report à nouveau. Donc, s'il reste, forcément, c'est un report à nouveau créditeur qui viendra en addition de l'exercice suivant. Et donc, souvent, ce qui reste, c'est souvent dû au fait qu'il y ait un arrondi dans le super dividende. Au niveau comptable, eh bien, c'est des comptes de capitaux qui vont être mouvementés. On a notre compte de résultat de l'exercice et notre compte de report à nouveau. En fait, on va partir de ce tableau-là. Pour vous situer ici, on a notre résultat et notre report à nouveau. À savoir que notre report à nouveau peut être soit au débit, soit au crédit. C'est à vous de lire correctement l'énoncé. Si il vient en addition, c'est au crédit. Sinon, c'est au débit, si c'est en soustraction. Et donc ensuite, eh bien, tout ça va être débité par d'autres comptes. Donc notre compte de réserve légale, le 5% qu'on a pu dire précédemment. Notre compte 1068, autres réserves, donc ça c'est les réserves facultatives. Notre compte 457, actions dividendes à payer. Donc ça concerne le dividende et le super dividende. À savoir que vous pouvez ventiler ici les actions dividendes à payer en fonction des nouvelles actions ou des anciennes actions. Et vous pouvez également ventiler en fonction du compte de l'actionnaire. Et enfin, eh bien, il reste notre report à nouveau. Donc ce qui reste ici, 110 RAN. Donc ici, c'est forcément créditeur puisque ça ne peut pas être négatif après le versement des dividendes et super dividendes. Et donc, en fait, cette écriture suit exactement ce tableau-là. C'est la partie la plus importante de ce cours. Il faut savoir appliquer. Je vous conseille de faire des exercices, surtout pour la partie action nouvelle, qui est une notion assez compliquée. Et enfin, il faut faire attention aux frais d'établissement. Une société ne peut verser de dividendes que si les frais d'établissement et de développement sont entièrement amortis. Donc ça, on l'a vu dans un précédent chapitre, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans le cas où les frais d'établissement ont été activés, ils sont amortis en général sur 5 ans. Et donc la société doit avoir amorti en entièreté ses frais d'établissement avant de pouvoir procéder au paiement des dividendes. Il y a une exception à tout cela. Lorsque l'entreprise dispose de réserves libres au moins égales aux frais non amortis, eh bien, on part du principe qu'elle est capable de couvrir les frais d'établissement non amortis et donc qu'elle est capable de verser des dividendes. En résumé, pour bien répartir le bénéfice, il faut respecter la hiérarchie des règles, connaître les limites légales et ne pas négliger les détails comme le capital libéré ou les frais non amortis. Et donc maintenant, pense à t'abonner, liker et partager et à très vite sur la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel du programme du DCG, la réduction du capital et l'amortissement du capital en comptabilité approfondie. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi une entreprise peut réduire son capital, comment elle le fait et quelles sont les écritures comptables à retenir. Dans une première partie, on va s'intéresser à la réduction du capital et dans une seconde partie, on va s'intéresser à l'amortissement de celui-ci. Premièrement, il existe 3 grandes raisons de réduire le capital d'une société. Premièrement, pour absorber des pertes
L'objectif, ça va être de remettre les capitaux propres à un niveau plus sain. L'écriture comptable à passer, eh bien, c'est un 10-13 capital souscrit appelé versé et un 119 en report à nouveau, avec le montant de la réduction selon la perte. On diminue le capital donc pour annuler toute une partie des pertes accumulées. La seconde raison, c'est pour rembourser un capital devenu inutile. Par exemple, la société n'a plus besoin d'autant de fonds propres. Les étapes comptables, eh bien, premièrement, on va constater la dette envers les actionnaires avec un 10-13 et un 45-67 du montant du remboursement, puis on effectue le remboursement auprès des actionnaires avec un 45-67 et un 512 banques du montant du remboursement. Et enfin, la troisième raison, c'est pour racheter des actions de certains associés. L'objectif, ça va être de réduire le capital en sortant certains actionnaires de l'entreprise. Donc ça, c'est pour essayer de reprendre un peu la main sur la gestion de l'entreprise, par exemple. C'est assez connu. Et donc, premièrement, on va constater le montant à rembourser en faisant un 10-13 et un 45-67, la même écriture que précédemment, donc le montant du rachat. Ensuite, on va devoir payer forcément ces actions, donc dans un compte 277 actions propres. Et enfin, on va éteindre cette dette avec le 45-67, le 277 et le 104, primes liées au capital, s'il y a un écart entre la valeur nominale et le prix payé des actions. Donc c'est ces trois raisons-là qu'il faut connaître. Il faut connaître les écritures et les montants à indiquer dans chacune de ces raisons, et également pourquoi procéder à ces réductions de capital. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à l'amortissement du capital. Ici, le capital social reste inchangé au bilan. On parle d'un amortissement comptable du capital et non pas juridique. C'est une opération facultative décidée par l'Assemblée générale et financée par les bénéfices ou les réserves disponibles. Si vous n'avez pas vu la vidéo relative à la répartition des bénéfices, à la répartition du résultat, elle est présente sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Les conséquences de l'amortissement du capital, les actionnaires vont recevoir une somme d'argent, leurs actions sont dites amorties et deviennent des actions de jouissance. Elles ne seront plus remboursées à la liquidation. Le capital social est divisé entre actions amorties et actions non amorties. Donc on va devoir ventiler ces actions. Et donc premièrement, on va imputer aux réserves ces montants, donc le montant des actions amorties, en passant un 10,68 et un 45,67 actionnaire capital à rembourser. La seconde étape, ça va être le paiement aux actionnaires. On va solder notre 45,67 par le 512 banques. Et la troisième étape, ça va être la ventilation du capital en deux sous-comptes en fonction du capital non amorti et du capital amorti en ventilant, donc c'est-à-dire en ajoutant un numéro juste ici pour décomposer notre compte capital 10-13 en un compte capital 10-13-1 et en un compte capital amorti 10-13-2. Ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, c'est que la réduction du capital, c'est la modification du capital social, alors que l'amortissement du capital, ça n'est pas une modification du capital, mais les actions deviennent des titres de jouissance. Voilà pour ce chapitre, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au quatrième chapitre de comptabilité approfondie, les subventions. Premièrement, il faut distinguer trois types de subventions. Les subventions d'exploitation. Dans le compte de produit 74, elles sont destinées à compléter certaines recettes d'exploitation ou à compenser certaines charges. Il y a également les subventions d'équilibre 7715. Ce sont des subventions dont bénéficie l'entreprise pour compenser en tout ou partie la perte globale qu'elle aurait constatée si cette subvention ne lui avait pas été accordée. Et enfin, les plus populaires, entre guillemets, ce sont les subventions d'investissement dans les comptes de capitaux 131 ou 138 qui sont destinées à financer l'acquisition d'une immobilisation. Donc plus généralement, un investissement. Fiscalement, les subventions, elles sont échelonnées par rapport aux résultats, mais c'est pas obligatoire. En cas d'échelonnement, la subvention est apportée au résultat au même rythme, mais en même temps que l'immobilisation. La dotation à prendre en compte est la dotation totale aux amortissements, donc on ajoute l'amortissement dérogatoire et l'amortissement économique. En l'absence d'échelonnement, une subvention totale est imposable l'année de sa reprise. Et par contre, en cas d'échelonnement, le traitement fiscal, c'est le traitement comptable, puisque on amortit en quelque sorte la subvention en fonction de l'immobilisation. Donc comptablement, comment ça se passe? Alors, il y a tout d'abord sans échelonnement, donc avec un passage total, à savoir que sans échelonnement, ça aura pour conséquence d'augmenter lors de la réception de la subvention à hauteur du montant de celle-ci votre résultat comptable. Et donc s'il vous est précisé dans l'exercice que
l'entreprise cherche à diminuer son imposition, donc diminuer son résultat fiscal imposable, eh bien, il est plus judicieux pour elle de l'étaler, mais si rien n'est précisé, vous avez le choix de ne pas l'échelonner. Donc, il y a 4 écritures. L'écriture d'octroi de la subvention, celle-ci, vous êtes censé la connaître puisqu'on l'a vu en comptabilité en première année. L'écriture ensuite de réception dans le compte banque de l'entreprise. Et ensuite, l'affectation immédiate de la subvention au compte de résultat. Parce que comme vous en doutez, la subvention d'investissement, elle se passe dans un compte 131 ou 138 et donc il va falloir la virer au résultat par un compte 777 au montant total de celle-ci puisqu'on ne l'échelonne pas. Et enfin, la dernière écriture, on va solder notre compte transitoire 139 subventions inscrites au résultat par notre compte de subvention pour le montant total de la subvention puisque, je le rappelle, il n'y a pas d'échelonnement. Et donc, l'autre méthode qui nous intéresse, c'est l'échelonnement sur la durée de l'immobilisation, comme on a dit tout à l'heure, ou alors sur celle de la clause d'inaliénabilité. Il faut prendre en compte le prorata, évidemment. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer le taux de subvention sur le coût de l'immobilisation. On va savoir à quelle hauteur le financement de l'immobilisation passe par la subvention. Donc, on va diviser notre subvention par notre coût d'immobilisation. Les premières écritures sont les mêmes au niveau de l'octroi de la subvention et de l'affectation dans le compte banque. Et pour l'étalement, on retrouve la même écriture, sauf que cette fois-ci, il va bien falloir faire le montant de la subvention sur la durée de l'immobilisation pour avoir le montant de l'annuité de la subvention. Et donc, encore une fois, il faut bien penser au fait qu'il y a des prorata ici. Vous allez répéter cette écriture chaque année en fonction de l'amortissement et donc du taux de subvention. Ce que vous cherchez ici, c'est d'étaler la subvention en fonction de l'amortissement de l'immobilisation, puisque vous financez l'immobilisation sur plusieurs années. Et donc, en théorie, ce financement peut s'étaler sur plusieurs années. Et enfin, la dernière année, c'est le solde des comptes de subvention, puisque vous avez à chaque fois passé cette écriture-là, le 139 et le 777, pour solder notre 139. Donc, on va utiliser notre compte de subvention. Donc, ce n'est pas forcément 131 ici, mais vous avez compris. Et on va solder subvention d'investissement inscrite au compte de résultat. Enfin, une dernière précision, le traitement des subventions finançant cette fois-ci des immobilisations non amortissables, puisque forcément, dans ce cas-là, on n'applique pas la durée d'amortissement de l'immobilisation en pratique, mais du coup, il va falloir rapporter au résultat sur une durée fixée à défaut de 10 ans, pendant laquelle l'auteur n'a pas le droit de céder l'immobilisation. Donc cette fois-ci, on va baser notre étalement sur la clause d'inaliénabilité. Et le traitement fiscal, ça sera selon l'étalement sur la durée de la clause d'inaliénabilité, soit sur une durée de 10 ans s'il n'y en a pas, à compter de l'année suivante de son attribution. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo on va s'intéresser au cas spécifique des immobilisations corporelles et incorporelles. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux clauses de réserve de propriété, aux immobilisations sinistrées et aux indemnités d'assurance. Premièrement, une clause de réserve de propriété, c'est une clause en vertu de laquelle le vendeur d'un bien en reste propriétaire jusqu'au paiement complet du prix. Du coup, en comptabilité, les immobilisations acquises avec cette clause sont comptabilisées à la date de livraison et non à celle de transfert de propriété. Donc, cette clause n'a pas d'impact sur la comptabilisation, mais au bilan, il peut être spécifié que ces immobilisations ont une clause de réserve de propriété. Au niveau des immobilisations sinistrées, donc il y a plusieurs cas possibles. Premièrement, si une immobilisation est dite réparable, donc ça veut dire qu'elle peut être remise en état et donc l'écriture comptable à passer est la suivante. Un 615 pour l'entretien et la réparation de l'immobilisation avec le montant de la réparation et sinon une écriture classique. Par contre, la réparation peut entraîner potentiellement une hausse de la valeur de l'immobilisation ou de sa durée d'utilisation puisque potentiellement au moment du sinistre, l'immobilisation était déjà bien amortie et donc la remise en état a augmenté sa durée de vie. Et donc dans ce cas-là, la dépense est enregistrée à l'actif en immobilisation corporelle. Du coup, ça va avoir pour effet d'augmenter la valeur de notre immobilisation qui avait jusqu'à présent été amortie et dont la valeur avait donc diminué à l'actif. Si l'immobilisation était assurée, l'indemnité d'assurance est enregistrée en transfert de charges d'exploitation dès la fixation de son montant. Donc ça peut passer soit par un 512, soit par un 467 si ça passe par l'assurance, mais au niveau du compte de produit, c'est enregistré en 791, transfert de charges d'exploitation.
Dans l'autre cas, si l'immobilisation est détruite et donc irréparable, l'immobilisation doit être sortie du patrimoine de l'entité par l'enregistrement de sa valeur nette comptable en charge exceptionnelle. Donc c'est considéré comme une charge exceptionnelle. Donc on va enregistrer une écriture classique de sortie d'immobilisation avec ses amortissements, sa valeur nette comptable et notre compte d'immobilisation. Et donc dans ce cas-là, l'indemnité d'assurance est enregistrée non pas en transfert de charge, mais en produit de cession des éléments actifs. On va considérer que l'immobilisation a été techniquement cédée et le produit de sa cession, c'est l'indemnité d'assurance. Donc il est spécifié que pour les sociétés soumises à l'IS, l'imposition des plus-values des immobilisations sinistrées peut être étalée sur plusieurs exercices. Et donc d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu en droit fiscal. Si vous n'avez pas vu les vidéos relatives au droit fiscal et notamment à l'IS, je vous invite à aller les voir, elles sont présentes sur la chaîne. On va donc enregistrer une provision pour impôt et donc on va faire notre plus-value fois notre taux d'IS et on va enregistrer la provision relative à l'exercice en cours. Cette provision sera reprise au même rythme que l'imposition de la plus-value à la clôture des exercices suivants. Dans certains cas, une immobilisation est acquise moyennant le paiement d'une redevance. Le prix de certaines immobilisations incorporelles, notamment les brevets, marques ou fonds commerciaux, se décompose en une part fixe versée à la signature du contrat et une part variable versée annuellement et calculée à partir du chiffre d'affaires généré par l'actif pendant une certaine durée. Et donc c'est ça qu'on va appeler redevance. L'entité ne connaît pas le coût d'acquisition de l'immobilisation à la date de signature du contrat. Il est estimé à partir de la partie fixe augmentée de la somme actualisée des redevances probables versées au cours du contrat. Donc ça va dépendre de la part variable qui va, elle, dépendre du chiffre d'affaires généré. Et donc cette valeur, la partie fixe et la somme des redevances probables versées au cours du contrat constituent la base amortissable de l'actif. Donc ça, c'est dans le cas des actifs moyennant paiement d'une redevance. Donc l'écriture, c'est celle-ci. Donc ici, on va enregistrer notre immobilisation. La contrepartie, c'est notre compte banque. Donc on a la partie fixe et l'autre partie, la partie variable, est également dans le coût d'acquisition de l'immobilisation, mais cette fois-ci va être renseignée dans notre 404 fournisseur, puisque ça va être une créance étant donné qu'on a une redevance à payer, et donc c'est la part variable qui va être renseignée dans notre 404. Donc ici on a un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc une acquisition d'un brevet avec un versement immédiat de 15 000 € et la redevance, il est précisé qu'elle est égale à 2% du CA hors taxe pendant 5 ans. L'entité estime que le CA hors taxe il est de 250 000 € généré grâce au brevet et elle retient un taux d'actualisation de 5%. Et donc, on va calculer via une actualisation notre coût d'acquisition qui est estimé ici à 36 647. Et donc, on va passer notre écriture. Notre brevet est égal en tout à 15 000 plus notre part variable. Dans notre compte banque, on met notre TTC du versement immédiat et dans notre fournisseur, on met la part variable. Le compte dette fournisseur va donc être apuré pour les exercices suivants par le versement de redevances. Ici, on va diminuer au fur et à mesure notre 404 fournisseurs par les redevances qu'on avait estimées lors de l'acquisition de l'immobilisation. Et au fur et à mesure du versement des redevances, on va apurer notre compte fournisseur. Et forcément, comme vous vous doutez, on a estimé lors de l'acquisition de l'immobilisation la part variable à verser au fournisseur, mais il est possible que ce montant soit supérieur ou inférieur. Dans le cas où il est supérieur au montant de la dette fournisseur, la différence constitue une charge exceptionnelle. Et dans le cas où il est inférieur au montant de la dette fournisseur, la différence constitue un produit exceptionnel et un test de dépréciation doit être effectué. Donc au niveau de l'écriture comptable, on passe soit un 67,88, soit un 77,88. Ça va dépendre si c'est supérieur ou inférieur. Il existe également d'autres cas spécifiques, notamment le fonds commercial, puisque le fonds commercial englobe les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité. Les dépenses de création en interne de fonds commerciaux ne peuvent être activées parce qu'elles ne sont pas dissociables du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Les fonds commerciaux acquis sont comptabilisés dans le compte 207. En principe, ces fonds commerciaux ne peuvent être amortis puisqu'ils sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée puisque le fonds commercial ce n'est pas forcément tangible. Si leur durée d'utilisation est limitée, les fonds commerciaux sont amortis sur cette durée ou si elle ne peut être déterminée de façon fiable, ils sont amortis
sur 10 ans. Et au niveau des PME, elles peuvent amortir sur 10 ans les fonds commerciaux, même s'il n'existe pas de limite prévisible d'exploitation du fonds. C'est pour accompagner les PME. Ça leur permet d'augmenter leur dotation aux amortissements. Mais dans le cas où les fonds commerciaux sont non amortis, alors dans ce cas-là, ils doivent faire l'objet d'un test de dépréciation pour vérifier la valeur de celui-ci. Au niveau des brevets, sous réserve de remplir les conditions d'activation, les brevets créés en interne sont comptabilisés par le transfert de dépenses enregistrées dans le 203, mais également les frais de recherche et développement dans le 205. On a vu dans la vidéo de recherche et développement que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir, elle est présente sur la chaîne YouTube, les cas où la recherche et développement amène à la création d'un brevet. Et donc les brevets sont amortis sur leur durée de protection, à savoir 20 ans. Les dépenses de création en interne des marques ne sont pas activables. Les marques acquises sont comptabilisées à l'actif dans le compte 205. Et donc si l'entité décide d'interrompre l'exploitation de cette marque, elle peut être amortie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse à 2 chapitres en une vidéo pour la comptabilité approfondie, les dépenses en recherche et développement et également les logiciels. Premièrement, il faut distinguer 2 types de frais dans les frais de recherche et développement. Les frais de recherche et les frais de développement. Les frais de recherche sont obligatoirement comptabilisés en charge, tandis que les frais de développement peuvent être en partie comptabilisés en charge et une autre partie comptabilisée à l'actif, si certaines conditions sont respectées, qu'on va voir juste après. La méthode de référence, donc la méthode la plus optimale selon l'ANC, est de passer à l'actif les frais de développement. Pour distinguer les opérations de recherche d'opérations de développement, on a 2 définitions. Les opérations de recherche sont considérées comme des activités visant à obtenir de nouvelles connaissances, recherche de solutions alternatives pour les matières, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services, alors que les opérations de développement sont des conceptions, constructions et tests de pré-production ou pré-utilisation de modèles et prototypes, conception d'outils, moules impliquant une technologie nouvelle, conception, construction et tests pour des matériaux, dispositifs, produits, procédés. En bref, vous avez compris, la recherche, c'est la phase de théorie, tandis que le développement, c'est la phase pratique. On met en pratique ce qu'on a théorisé avant. Donc, ce qu'il faut absolument savoir, c'est les conditions d'activation des frais de développement. Donc, selon le PCG, les frais de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils ne se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Donc au niveau des critères à respecter, il faut qu'il y ait une faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente. Donc ici, ça sera su, il vous sera spécifié s'il y a eu des recherches et des études qui prouvent que c'est faisable. Il faut qu'il y ait une intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre. Donc ça, c'est de la part de l'entreprise. Il vous sera spécifié, par exemple, le gérant a l'intention de commercialiser ça. Il vous sera dans tous les cas précisé pour chacune des conditions pour que vous puissiez les vérifier. Il faut qu'il y ait une capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle. Donc ici, si on parle de commercialisation, il faut que ça soit commercialisable. Donc il faut qu'on puisse le mettre en vente sur un marché et donc que l'entreprise soit en capacité de la vendre. Et enfin, ça rejoint un peu le point d'avant, la capacité de l'immobilisation incorporelle à générer les avantages économiques futurs et probables. Donc pour justifier ce point, l'entité doit montrer l'existence d'un marché. Pour ce qui est de l'avant-dernier point, donc il faut que les ressources nécessaires à la production d'immobilisation soient disponibles. Donc ça rejoint la faisabilité technique. Les ressources très rares peuvent limiter la production de l'immobilisation. Et dans ce cas-là, si cette condition-là n'est pas respectée, les sérieuses chances de réussite ne le sont pas. Et donc, il vous sera spécifié s'il y a des soucis au niveau des fournisseurs de matières premières, etc. Ce sera à vous de vérifier ce point-là. Et enfin, la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation. Ça va être les coûts engendrés par l'immobilisation pour la maintenir dans le temps au cours de son développement. Et donc, ce sera à l'entreprise de pouvoir estimer ses coûts de façon fiable. Donc voilà pour l'ensemble des critères à respecter. Il y en a en tout 6. Si ces 6 critères sont respectés, les frais de développement sont activables. Et donc, il y a des dépenses, comme on l'a dit tout à l'heure, non activables, notamment les frais de recherche, se situant trop en amont de la production ou de la commercialisation, car ils ne se satisfont pas aux critères de probabilité d'obtention d'avantages économiques futurs. À ce moment-là, on ne sait pas si
la recherche que l'on fait va aboutir et si elle va aboutir à une immobilisation qui peut être vendue sur un marché. Mais également les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres journaux et des magazines, en substance, car elles ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Et donc, ces dépenses sont non activables. Les frais de recherche et développement engagés à l'occasion d'une commande spécifique d'un client, si cette commande est personnalisée, si elle est spécifique de la part d'un seul client, dans ce cas-là, les frais de recherche et développement engagés ne peuvent être activés. Donc, comment ça se passe maintenant au niveau des frais de développement et de l'activation? Donc, dans activation, il y a actif. Vous vous doutez bien qu'on va enregistrer les frais de recherche et développement à l'actif dans un compte 203, frais de recherche et de développement. Et de l'autre côté, on va passer note 721. Donc ça, normalement, vous connaissez. C'est comme si on produisait cette immobilisation. Et l'avantage, quand on enregistre à l'actif ces frais de recherche et développement, c'est qu'on peut du coup les amortir. Ces frais sont amortis sur la durée d'utilisation estimée du projet. Si cette durée n'est pas estimée de façon fiable, ils sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. Et donc l'amortissement, c'est un amortissement classique avec évidemment le même calcul d'amortissement, un prorata, etc. sur la durée estimée du projet ou sur 5 ans maximum. Dans certains cas, ça conduit au dépôt d'un brevet. Dans ce cas-là, comment ça se passe comptablement? Eh bien, on va solder nos amortissements de frais de recherche et développement puisque à l'actif, on va rentrer notre brevet et donc notre 203 frais de recherche et développement qu'on avait passé à l'actif, ça va solder par la création du brevet et par les amortissements passés jusqu'à présent. Et donc, voilà si la recherche et le développement aboutit à un brevet, l'écriture comptable. Donc, on a ici un exemple assez classique avec un coût total de 100 000 € pour une durée de 5 ans. Et donc, à la fin, l'entité dépose un brevet en vue des retombées de ce procédé. Donc ici, on ne va pas vérifier si c'est activable ou non, mais vous, dans votre énoncé, il faudra vérifier ça pour justifier encore une fois votre comptabilisation. Donc, vous devrez vérifier si là, la fabrication innovante, ça correspond aux 6 conditions. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, vous pouvez l'activer et passer les écritures comptables suivantes. On va maintenant s'intéresser aux logiciels. Tout d'abord, il faut distinguer plusieurs catégories de logiciels. Les logiciels indissociables du matériel, ce sont des systèmes d'exploitation inclus dans l'ordinateur, par exemple Windows. Les logiciels développés dans le cadre d'un projet de développement et enfin les logiciels autonomes, des logiciels à usage commercial destinés à être vendus, loués ou commercialisés sous d'autres formes et aussi des logiciels à usage interne destinés à toute autre forme d'usage. Donc comment ça se passe les règles de comptabilisation? Pour les logiciels indissociables, ils sont comptabilisés avec l'immobilisation puisqu'ils sont indissociables de celle-ci et donc ils sont amortis en même temps que celle-ci. Les logiciels faisant partie d'un projet de développement, ils sont comptabilisés avec le projet et amortis suivant les règles des frais de développement qu'on vient de voir juste avant. Les logiciels autonomes acquis, ils sont enregistrés en immobilisation à leur coût d'acquisition et ils sont amortis à compter de la date d'acquisition sur leur durée, donc comme pour une immobilisation classique. Et enfin, les logiciels autonomes qui cette fois-ci sont créés, ils sont obligatoirement enregistrés en immobilisation à leur coût de production s'ils respectent les conditions énoncées aux articles du PCG, et ça, on va le voir juste après. Et ils sont amortis à compter de la date d'achèvement de leur durée d'utilisation propre. Donc ici, ce à quoi on s'intéresse dans ce chapitre, c'est le logiciel autonome produit ou créé par l'entreprise et savoir dans quel cas on peut les activer. Donc on a un petit rappel des écritures comptables lorsqu'un logiciel est créé. Donc on va passer une écriture de production d'immobilisation classique 232-721 à la date de la clôture. Et si le projet perd de la valeur, on va enregistrer une dépréciation. À l'achèvement, une fois le logiciel créé, on va passer un 205, c'est le compte de logiciel à l'actif, qui va nous permettre de solder nos comptes de production d'immobilisation et en cas d'échec, un 675 avec notre VNC qui va solder notre 232 immobilisation corporelle en cours. Donc la création de sites internet, elle se distingue en 2 types de sites. Les sites internet passifs et les sites internet actifs. Ce qui est considéré comme site internet passif, ce sont des sites de transmission d'informations à caractère général sur l'entreprise. Donc c'est simplement des sites institutionnels, ils sont simplement là pour informer. Tandis que les sites internet actifs, ils engendrent des possibilités pour les clients de passer des commandes. Donc c'est des sites marchands, des sites commerciaux, par exemple Amazon. Tandis que ici, on a par exemple imaginons une page Wikipédia qui va simplement vous informer et sur laquelle vous n'allez pas pouvoir payer quoi que ce soit. Donc pour vous donner un exemple, ici on va prendre par exemple un restaurant. Dans le premier cas, le restaurant informe les clients de sa carte et des disponibilités des réservations par exemple. Mais dans le second cas, le restaurant
donne la possibilité aux clients de payer en ligne et donc ce qui va être considéré comme site marchand. Comme vous en doutez, ces deux types de sites engendrent deux types de comptabilisation et deux types d'amortissement. Pour les sites passifs, ils sont comptabilisés en charge et donc il n'y a pas d'amortissement. Par contre, pour les sites actifs, ils peuvent être comptabilisés à l'actif à leur coût de production s'ils respectent les conditions qu'on va voir juste après. Et donc l'amortissement se fait à partir de leur date d'achèvement sur leur durée d'utilisation. Et pour la précision, le nom de domaine n'est pas amortissable. Donc on vient de voir qu'il y a deux types de sites internet, les sites actifs et les sites passifs. Et comme vous l'avez compris, l'activation des charges de développement du site internet actif est possible. Et ces conditions d'activation sont prévues à l'article 612-1. Donc vous allez voir qu'elles ressemblent très particulièrement aux précédentes conditions d'activation qu'on a vues. Premièrement, le site internet a de sérieuses chances de réussite technique. L'entreprise a l'intention d'achever le site internet et de l'utiliser ou de le revendre. L'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site internet. Le site internet générera des avantages économiques futurs. L'entreprise dispose des ressources, par exemple des programmateurs appropriés pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet. Et enfin, l'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement. Par exemple, le nom de domaine, l'hébergement et tout autre frais de mise à jour du site internet. Il faut évidemment tout de même faire attention avec le nom de domaine puisqu'il ne s'amortit pas, donc je vous conseille de le ventiler dans le compte de nom de domaine. Et pour le reste, si les conditions sont remplies, alors les charges afférentes à la production du site internet actif sont activables et donc en conséquence amortissables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière matière de la deuxième année de DCG, la comptabilité approfondie. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur les précédentes matières, elles sont toutes présentes sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir si cela vous intéresse. Pour vous résumer, dans ce cours de comptabilité approfondie, on va voir pour les cas les plus particuliers les écritures comptables, mais ce qui nous est demandé en deuxième année, c'est également une partie compréhension du cours et de la comptabilité. Au-delà de simplement passer les écritures comptables, on va nous demander de connaître les définitions, les conditions d'activation et plein d'autres choses qui vont devoir être connues par l'élève afin de justifier sa comptabilité. Donc on attaque directement par le chapitre 1 bis et pas par le chapitre 1 puisque le chapitre 1 est un rappel de la première année et donc normalement si vous sortez de la première année vous êtes censé le savoir. Donc au niveau du chapitre 1 bis, on va s'intéresser ici à la ventilation par composant de la valeur d'origine des actifs, donc des immobilisations, mais également les conditions des coûts d'activation d'emprunt et enfin les grands entretiens. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'un composant ? Dans cette partie, c'est essentiel de comprendre pourquoi on appelle ça la ventilation par composant de la valeur d'origine. Ça fait assez barbare, mais pour faire simple, un composant, c'est un élément d'une immobilisation qui a une utilisation différente de celle-ci, ou alors qui procure des avantages économiques à un rythme différent de celui de l'immobilisation dans son ensemble. Donc par exemple, on a un avion et les sièges de l'avion peuvent être ventilés de manière différente de l'avion, étant donné que l'utilisation est différente, mais également qu'il procure des avantages à un rythme différent et que ça ne s'amortit pas non plus sur la même durée. Donc ça peut être intéressant de les ventiler. Donc l'objectif, c'est de comptabiliser séparément les éléments de l'immobilisation corporelle, devant faire l'objet de remplacements à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes et procurant des avantages économiques à l'entreprise à un rythme différent. Les deux conditions auxquelles on peut faire la ventilation, c'est des modes d'amortissement propres différents à l'immobilisation dans son ensemble. Donc comme on l'a dit pour les sièges et l'avion, ça ne s'amortit pas de la même manière, vous vous en doutez. Et le composant doit être identifié et significatif et doit conserver ce caractère au moment du remplacement ou de la décomptabilisation. Donc le montant doit être significatif, les sièges d'un avion ont une valeur significative et sont identifiés. Et lors du remplacement, ça ne changera rien. L'avion comportera toujours des sièges et donc on pourra ventiler ces sièges. Donc au niveau de la ventilation, eh bien, il faut simplement séparer le prix des sièges de celui de l'avion dans sa globalité et ventiler. Donc c'est-à-dire au niveau de l'écriture comptable, enregistrer une immobilisation séparément de celle de l'avion, donc potentiellement en rajoutant un petit numéro après le numéro de compte en disant siège de l'avion, mais dans la globalité, l'avion aura la même valeur, simplement on aura séparé à l'actif les sièges de l'avion
et l'avion dans sa globalité. Donc pour financer une immobilisation, on va souvent emprunter. On peut potentiellement activer ces coûts d'emprunt pour les intégrer, pour les considérer comme actifs. Donc les coûts d'emprunt destinés à financer l'acquisition ou la production d'un actif exigible, une immobilisation corporelle ou incorporelle ou un stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif sous certaines conditions. Donc les conditions à savoir, c'est les 4 suivantes. Premièrement, l'emprunt doit concerner la période de production de cet actif jusqu'à la date d'acquisition ou réception définitive. Il doit se rapporter à un actif exigible. Donc ce qu'on appelle exigible, c'est un actif qui est présent pour une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu, donc on doit le produire. Cet actif doit être susceptible de générer des avantages économiques futurs pour l'entité et il doit être évalué de manière fiable. Donc voilà les 4 conditions qui sont nécessaires pour l'activation du coût d'emprunt. Donc je répète, pour que vous compreniez comptablement comment ça va se passer, on va inclure dans le coût de l'actif les coûts d'emprunt destinés à financer l'acquisition. Cette opération doit être mentionnée en annexe de l'option et doit être appliqué à tous les autres emprunts directement attribuables. On ne peut pas choisir pour quelle immobilisation on le fait ou on ne le fait pas. Si on le fait, on le fait sur l'ensemble des emprunts destinés à financer l'acquisition ou la production d'un actif exigible, s'il respecte les conditions. Et de la même manière, fiscalement, ça doit être mentionné. Pour illustrer l'activation des coûts d'emprunt, on a ici une entreprise qui produit une machine d'outils complexe avec des matières consommées pour 15 000 €, une charge directe de production pour 22 000 € et une quote-part de charge indirecte de production pour 4 800 €. Et on sait que pour financer cette production, l'entreprise a dû emprunter une somme de 30 000 € au taux de 6%. Et donc le coût de l'emprunt, c'est ce 6% en question. Donc on va, après calcul du prorata des 6% multiplié par le montant emprunté, obtenir les intérêts qui correspondent au coût de l'emprunt. Et donc comment ça va se passer? Les coûts d'emprunt, plutôt que les passer en charge d'intérêt en classe 6, eh bien on va directement l'introduire dans notre matériel industriel. Et comme vous pouvez le voir ici, on a 15 000 les matières consommées, 22 000 les charges directes de production, 4 800 la quote-part de charge indirecte rattachée, et ici notre charge d'intérêt, donc notre coût d'emprunt pour 1 200 €. Pour le reste, ça reste totalement normal. Ici, on prend bien la base totale du matériel industriel en prenant en compte le coût de l'emprunt pour obtenir notre TVA. Et donc voilà comment ça se passe au niveau de l'écriture comptable. Enfin, les gros entretiens et grandes révisions. Premièrement, à quoi ça correspond? Ce sont des dépenses faisant l'objet de programmes pluriannuels, de gros entretiens ou de grandes révisions qui ont pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. C'est la définition même d'un entretien. On ne va pas rénover, on va simplement assurer leur bon fonctionnement et leur durée de vie. Il faut distinguer les dépenses de remplacement d'une partie substantielle. Elles sont appelées composants de la seconde catégorie et donc celles-ci sont provisionnées dans un 157. Au niveau du traitement comptable de ces gros entretiens et grandes révisions, il y a 2 choix possibles. Soit sous la forme de provision pour gros entretiens, soit sous la forme de composants, comme on l'a vu au début du cours. Donc ça va dépendre de chacun. En fait, lors d'une évaluation en compta, il est possible qu'on vous précise l'objectif final. Donc il est possible notamment qu'on vous dise on cherche à diminuer un maximum l'imposition, on cherche à maximiser le résultat. Donc ça va dépendre si vous le passez en charge ou en actif, ça va faire varier le résultat final. Pour diminuer le résultat, comme vous vous en doutez, il faut passer un maximum de charge et pour augmenter le résultat, il faut le passer sous forme de composant en actif. Donc sous la forme de provision, ça va permettre de diminuer le résultat, mais il y a 3 conditions nécessaires. Il faut qu'il y ait l'existence d'une obligation à la clôture, il faut qu'il y ait une sortie de ressources probable et il faut qu'il y ait une estimation fiable de la sortie de ressources. Normalement, l'estimation doit être fiable parce que c'est un programme pluriannuel d'entretien qui ont pour objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations. Donc c'est censé être quelque chose de plutôt régulier. Et sous la forme de composants, eh bien, ce sera directement en actif avec le numéro de l'immobilisation tiré révision, donc il va être ventilé avec un point 1. Donc évidemment, ce composant, comme vous vous doutez, il va être amorti puisque ça va être un actif. Le coût de démantèlement. Alors un démantèlement, ça résulte de la dégradation d'un site pour lequel l'entreprise a une obligation légale, réglementaire ou contractuelle de la remise en état. Donc si une entreprise n'a pas la propriété du sol, mais décide de construire quelque chose dessus, eh bien lorsque l'entreprise va enlever l'immeuble construit dessus, elle devra remettre en place le sol, le site sur lequel elle a réaliser cette construction en état. Et donc ici, ça va engendrer des coûts de démantèlement.
Ces coûts sont scindés en deux parties. Les coûts correspondant à la dégradation immédiate du site, ils sont indépendants de l'exploitation et proviennent de l'installation en elle-même. Lorsque l'entreprise va procéder à l'agencement, elle va possiblement dégrader le site et donc ça va être dès l'installation. Et donc dans ce cas-là, ces coûts de démantèlement doivent être pris en compte dans le coût d'acquisition du bien. En 2182, coût de démantèlement. Et au débit de l'écriture, on va passer une provision pour remise en état au crédit. Et donc cet actif va être amortissable. Et l'autre partie, ça correspond à la dégradation progressive du site née au fur et à mesure de l'exploitation. Donc il est important de comprendre ici que si une entreprise, lors de l'installation d'une mobilisation, dégrade le site sur lequel elle l'installe dont elle n'est pas propriétaire, il va falloir provisionner les coûts engendrés par cette dégradation via l'écriture 2182 1581 afin d'amortir ces coûts de démantèlement. Bon, évidemment, il est inutile de vous préciser que pour ce chapitre, comme pour tous les autres, il va falloir s'exercer, mais encore une fois, j'insiste, il ne va pas seulement falloir connaître par cœur les écritures, il va falloir comprendre pourquoi on les passe, connaître les conditions d'activation, les conditions de ventilation. Ça va être essentiel dans ce cours, puisque on ne va pas simplement vous demander de passer les écritures, mais également de comprendre pourquoi on les passe et quels sont l'objectif de ces écritures, avec une diminution du résultat ou au contraire un objectif d'augmenter le résultat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux chapitres de comptabilité approfondie, à savoir les passifs et les engagements. Donc premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'un passif. Alors vous allez vous retrouver dans la définition de passif puisqu'elle ressemble à la définition d'actif, mais inversée. Puisqu'un passif, c'est un élément identifiable du patrimoine de l'entreprise ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Il y a trois types de passifs. Les dettes, elles sont considérées comme un passif certain, dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. Il y a les charges à payer, ce sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que les provisions. Et enfin, les provisions, c'est un passif dont le montant ou l'échéance ne sont pas fixés de façon précise. Donc il existe des passifs éventuels, ce sont des obligations potentielles dont l'existence ne sera confirmée qu'à la survenance d'un événement futur incertain, et donc on peut dire que c'est une obligation dont il n'est pas probable qu'elle provoquera une sortie de ressources. Donc on va voir les traitements de ces quatre types de passifs. Premièrement, les dettes, elles sont considérées comme certaines, la sortie de ressources est certaine, l'échéance précise, le montant précis, la classification au bilan, elles sont considérées comme des dettes. Les charges à payer, c'est la même chose pour les obligations et les sorties de ressources, mais l'échéance est non précise, mais l'incertitude reste tout de même faible, le montant, lui, est précis, et la classification au bilan, c'est une dette. Enfin, les provisions, elles sont certaines à la clôture, la sortie de ressources est probable, mais pas certaine, l'échéance, elle est non précise, le montant non précis, elle est classifiée comme une provision. Et enfin, le passif éventuel, il est ni probable, ni certain. Ce passif engendre une obligation à la date de la clôture, une sortie de ressources, l'échéance est non précise, le montant également. La classification au bilan, il n'y en a pas puisque ces passifs éventuels sont fournis en annexe. C'est ce qu'on va voir juste après. Et donc pour savoir si on doit constater une provision ou non, il y a trois questions à se poser. Et si ces questions sont remplies, il faut enregistrer une provision. Donc premièrement, est-ce qu'il existe une obligation certaine de l'entité à l'égard d'un tiers à la date de la clôture? Si la réponse est oui, eh bien ça fait une des conditions qui est cochée. À la date d'arrêté des comptes, est-il probable que l'entreprise ait à effectuer une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente de sa part après la date de la clôture? Donc, sortie de ressources sans contrepartie. Enfin, est-il possible d'estimer de manière fiable cette sortie de ressources? Si toutes ces conditions sont remplies, dans ce cas-là, il faut provisionner cette sortie de ressources du montant estimé. Pour l'estimation, les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Et donc, la provision est dispensée de comptabilité si le montant n'est pas évalué de façon fiable.
Donc, il y a plusieurs types de provisions, notamment la provision pour remise en état. Elle est constituée par des entreprises tenues de remettre en état en fin d'exploitation le site sur lequel l'exploitation était effectuée. Donc ça, on l'a vu dans la toute première vidéo de comptabilité, c'est la provision pour remise en état. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante à celle-ci. Le nouveau type de provision qu'on va voir, c'est la provision pour restructuration. En principe, les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de l'entité vis-à-vis d'un tiers ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de la clôture par l'annonce de cette décision au tiers et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceci. Donc l'écriture, c'est 68, 75 et 15. Et 15, 78, 75, enfin bref, c'est une écriture classique de provision que vous allez mouvementer à la clôture de l'exercice pour rattacher la part de cette provision à l'exercice concerné. Donc les engagements ou passifs éventuels, c'est ce qu'on a vu juste avant, ce sont des obligations potentielles dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain. Il y a en théorie 3 types d'engagements. Les engagements de garantie, ce sont des engagements personnels ou sûreté personnelle. Par exemple, la promesse d'un tiers de payer si le débiteur ne le paye pas. Donc, on a un exemple, c'est le BOR. L'engagement réel, il consiste à affecter un bien déterminé en garantie de paiement d'une dette, donc un hypothèque. L'engagement réciproque, c'est un engagement reçu et un engagement donné, par exemple la commande d'une immobilisation, étant donné qu'on s'engage à payer le prix de l'immobilisation et en échange à la recevoir, également le crédit bail. Et enfin, un autre type d'engagement, l'engagement pris en matière de pension. Donc ces engagements sont à faire porter en annexe, comme on l'a dit juste avant. Donc il y a 2 conditions pour qu'ils soient portés en annexe. Ils doivent être d'un montant significatif et ils doivent être classés en distinguant ceux qui se rapportent aux dirigeants, aux filiales, aux participations, aux autres entreprises liées et le reste. Donc on va voir le tableau juste après de répartition de ces engagements. Au niveau des écritures des engagements, ça va être des comptes de classe 8, donc à la fin de votre plan des comptes. Les engagements donnés, ça va être un 809, 801. Donc cet engagement peut être réduit en fonction de ce qu'on vous dit. Les engagements reçus, ça ne va pas être l'inverse, puisque à la place du 801, on va mettre un 802, mais ça va être un 802, 809. Et également, on peut le mouvementer en diminuant l'engagement reçu. Et enfin, l'engagement réciproque, cette fois-ci, c'est un 802, 801. Ça suit la logique des comptes. Donc, au niveau des liblés pour cette partie, je vous conseille de lire ce qui est écrit sur votre plan des comptes, étant donné qu'ils seront donnés et que vous comprendrez le sens de ces comptes, puisqu'on les utilise relativement rarement. Et donc, voilà le tableau des engagements. C'est un tableau qui doit être présent en annexe si leur montant est significatif. Et donc, comme vous pouvez voir, on sépare les dirigeants, les filiales, les participations, les autres entreprises et autres. Et on sépare également les engagements donnés, les engagements reçus, les engagements réciproques et enfin les engagements en matière de pension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 13e chapitre de comptabilité approfondie, les stocks. Premièrement, qu'est-ce qu'un stock ? Les stocks sont des biens et des services qui interviennent dans le cycle de production de l'entreprise pour être vendus en l'état ou au terme d'un processus de production ou pour être consommés au premier usage. Comment sont évalués les stocks au moment d'entrer dans le patrimoine ? Premièrement, ils sont évalués à leur coût d'acquisition. Les coûts d'acquisition des stocks sont donc l'ensemble des taxes non récupérables, les frais de douane, le courtage, les commissions sur achat, les frais de transport et de déchargement, et également le coût de production, donc le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes, les fractions de charges indirectes que l'on peut raisonnablement rattacher à la production du bien pour les éléments fabriqués. Donc il y a 2 types d'éléments. Les éléments identifiables sont évalués à leur coût réel d'entrée et les éléments interchangeables sont évalués à leur coût d'entrée estimé. Il existe donc plusieurs possibilités pour évaluer un stock. Premièrement, la méthode CUMP. Elle est calculée à chaque entrée ou sur une durée moyenne de stockage. Donc la durée moyenne de stockage, c'est le stock moyen sur la sortie du stock. Et à chaque nouvelle entrée, on va prendre la valeur du stock initial plus la valeur d'acquisition du stock qui vient de rentrer, divisé par le nombre total des unités en stock. Et il y a également la méthode PEPS que vous connaissez, première entrée, première sortie. Comment ça se passe au niveau des inventaires pour les stocks ? Donc la valeur d'inventaire, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Et fiscalement, l'évaluation à l'inventaire doit être faite au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Et donc dans ce cas-là, si c'est le cas, il y a une constitution d'une dépréciation si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. Au niveau des obligations d'inventaire, l'inventaire c'est un état détaillé en quantité et en valeur des stocks. Cet état doit également indiquer les références des articles en stock et le lieu géographique du stockage. Toute entreprise a l'obligation de faire au moins un inventaire annuel.
Donc le PCG le précise, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par un inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Les conditions pour qu'un inventaire permanent soit considéré comme fiable, il est considéré comme fiable s'il permet de s'assurer de l'existence et l'appartenance des stocks et de leur quantité et degré de rotation. Il permet de choisir une ou plusieurs dates d'inventaire physique et l'entreprise peut donc effectuer soit un inventaire annuel complet, soit des inventaires physiques tournants. Donc ça, c'est souvent dans les boutiques, les inventaires permanents, le matin ou à la fermeture, il y a une évaluation du stock qui est faite et chaque jour, on note le stock afin de connaître l'existence et l'appartenance des stocks et leur qualité et le degré de leur rotation. Donc premièrement, la comptabilité d'un inventaire intermittent. Normalement, vous êtes censé déjà la connaître. Vous mouvementez vos comptes à la clôture. Donc soit vous augmentez vos stocks, soit vous les diminuez avec des comptes 603 ou 713 et 31 ou 35. Donc ça va dépendre. Avec la valeur du stock initial, puis ensuite la valeur du stock final. Et donc on mouvemente les comptes que 2 fois par an, une fois à l'ouverture et une fois à la clôture d'exercice en faisant la différence entre l'ouverture et la clôture. Et au niveau de l'inventaire permanent, c'est différent puisqu'on va mouvementer les comptes de stock chaque fois qu'il y a une entrée en stock ou une sortie de stock. L'objectif, c'est de suivre au mieux les stocks et obtenir plus rapidement des résultats mensuels plus fiables. Donc ça, c'est par exemple pour suivre les ventes puisqu'on va pouvoir déduire à partir du stock les ventes réalisées et éviter également les pénuries ou les abondances de marchandises. Donc au niveau de l'écriture, c'est une écriture classique. Ici, on achète des marchandises et on va donc doter notre compte de stock de marchandises du montant des marchandises achetées. Et au moment où on va réaliser une vente de marchandises, eh bien, on va le diminuer du montant de la vente réalisée. C'était tout pour les stocks. Il faut que vous connaissiez les définitions et également les quelques écritures comptables et les différents types d'évaluation de stock et les différents types d'inventaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au chapitre 11 et au chapitre 12. Premièrement, le chapitre 11, la réévaluation libre. Les motifs de réévaluation, c'est souvent donner une image davantage fidèle et la réévaluation est dite libre depuis 1984. Les écarts de réévaluation libre, ils sont soumis à plusieurs règles, c'est pour éviter tout abus. Cette réévaluation ne peut donner lieu à une distribution de dividendes, elle peut être incorporée en tout ou partie au capital, elle ne peut être utilisée pour compenser des pertes, elle doit être prise en considération pour apprécier les capitaux propres chaque fois que la loi exige que ceux-ci atteignent un certain montant, et elle est un produit imposable au titre de l'exercice en cours. Donc au niveau de l'écriture à savoir, c'est simplement l'immobilisation qui doit être réévaluée donc par un compte capital 1052 et donc ici c'est la valeur actuelle moins la valeur nette comptable, à savoir la différence entre la valeur réelle et la valeur au bilan de l'immobilisation. Et dans le cas où l'exercice est bénéficiaire, l'écart de réévaluation correspondant au supplément d'amortissement comptabilisé peut être transféré à un compte de réserve distribuable par cette écriture 1052, 1068, donc ici c'est l'incorporation à un compte de réserve distribuable. On va prendre l'amortissement après réévaluation moins l'amortissement avant, puisque la valeur de l'immobilisation va augmenter. Et donc en conséquence, cette part d'amortissement donne la possibilité d'incorporer ça aux autres réserves qui sont des réserves, elles, distribuables. Les changements comptables. Premièrement, il y a 3 définitions à absolument savoir dans ce chapitre. Les méthodes comptables sont des principes, des règles et des pratiques applicables aux méthodes d'évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes. Il y a des méthodes de référence également. Ce sont des méthodes considérées par l'ANC comme conduisant à la meilleure information. Et les changements de méthode sont des changements de méthode comptable, des modifications de la méthode d'évaluation. En termes de méthodes de référence, il y en a 4 prévues par l'ANC. Et ces 4 méthodes, on va les voir dans le programme de comptabilité approfondie. Premièrement, le provisionnement des engagements de retraite. Ça, on ne l'a pas encore vu, on le verra plus tard. La comptabilisation à l'actif des coûts de développement et des coûts de création de site internet. Ça, on l'a vu. La comptabilisation en compte de résultat des frais de constitution, de transformation et de premier établissement. Ça également. Le rattachement au coût d'acquisition d'un actif, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition de cet actif. Pour qu'on puisse changer de méthode comptable, il faut pouvoir le justifier et respecter des conditions. Premièrement, il est possible que ce changement de méthode résulte d'un changement de réglementation. Ça peut être imposé à l'entité par la loi. Mais dans notre cas possible, le changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité, il est possible seulement à 2 conditions.
il y a un choix entre plusieurs méthodes comptables qui existent et la nouvelle méthode conduit à une meilleure information financière. Ça doit être justifié, c'est très important qu'il existe plusieurs méthodes comptables et que la méthode choisie conduit à la meilleure information financière. Au niveau du traitement comptable, on va devoir calculer l'impact d'un changement de méthode comme si elle avait toujours été appliquée. Donc si par exemple il y a un changement d'évaluation, on va devoir calculer l'impact de ce changement d'évaluation sur la comptabilité. Il va falloir reporter à nouveau l'impact du changement après impôt, puisque ça va changer le montant de l'imposition. Et en annexe, il faut faire apparaître la justification du changement de méthode comptable et le signalement dans le rapport du CAC. Donc il y a plusieurs changements possibles. Le changement d'estimation, c'est le principal. Donc la définition de ce changement, c'est un résultat de l'exercice du jugement et de la mise en œuvre d'hypothèses dans l'application d'une méthode comptable. Les conditions, ça peut être soit un changement de circonstance sur lequel l'estimation était fondée, soit des nouvelles informations, ou soit une meilleure expérience. Et au niveau du traitement comptable, les changements n'ont aucun effet sur l'exercice en cours et l'exercice futur. L'incidence du changement est enregistrée dans les comptes de l'exercice et ce changement doit être justifié en annexe comme conduisant à une meilleure information financière. Les corrections d'erreurs. Les corrections d'erreurs résultent d'erreurs, d'omissions matérielles ou d'interprétations erronées. Au niveau des traitements comptables, on doit le corriger dans l'exercice en cours le plus rapidement possible et en annexe, on doit mentionner la nature de l'erreur corrigée et l'impact de celle-ci sur les comptes. En termes de méthode, il y a notamment la méthode d'évaluation des stocks. C'est une méthode que vous avez dû voir en première année. Et ici, on va rentrer en détail comment ça se passe au moment du passage d'une méthode à une autre. Donc, on va passer du coût unitaire moyen pondéré CMP et PEPS, première entrée, première sortie. En annexe, on doit préciser et justifier le changement. Pourquoi on passe de cette méthode à cette méthode-là, selon les stocks qu'on a, et est-ce que ça conduit à une meilleure information, et l'impact à l'ouverture en précisant les postes concernés. Donc au niveau du traitement comptable, lorsque vous allez changer de méthode, au 0101N, donc vous allez mouvementer vos comptes de stock avec votre report à nouveau, avec la différence d'évaluation entre les deux méthodes. Et donc ça va avoir pour effet de modifier le montant de l'imposition. Et donc, à partir de votre report à nouveau lié à la différence entre les méthodes, vous allez passer votre cas 144 et donc le montant sera la modification du montant de l'impôt causé par la méthode. Et à la fin de l'exercice, au 3112N, eh bien, vous allez mouvementer votre stock avec un 603 et le compte de stock concerné et votre report à nouveau, et enfin la différence entre les deux méthodes d'évaluation. Enfin, le dernier changement possible, c'est le changement d'évaluation d'une immobilisation, donc son impact aussi sur la durée d'amortissement. Il faut d'abord dire si le changement est possible et pourquoi il est possible, est-ce qu'il conduit à une meilleure information financière. Et il faut également modifier le plan d'amortissement en conséquence, parce que si par exemple l'immobilisation a augmenté de valeur lors du changement de méthode d'évaluation, eh bien il va falloir adapter le plan d'amortissement en conséquence, en augmentant les dotations aux amortissements et potentiellement en modifiant également la durée. Et en annexe, il y a des mentions à faire si elles sont d'importance significative. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 15e chapitre de comptabilité approfondie, les provisions réglementées. Premièrement, pour introduire ce chapitre, il faut comprendre qu'est-ce qu'une provision réglementée. Le plus simple, c'est de vous donner un exemple. Les amortissements dérogatoires qu'on a vus dans les premiers chapitres sont une provision réglementée. L'objectif principal de ces provisions, ce sont des provisions qui vont être déduites fiscalement et vont donc permettre de diminuer l'impôt de la société, mais il faut savoir que leur reprise est imposable. On va ici s'intéresser à deux types de provisions. Tout d'abord, la provision pour hausse des prix. Alors, pour donner un exemple, lors de la guerre en Ukraine, certaines entreprises ont eu beaucoup de mal à se fournir en matières premières et ont constaté une hausse des prix. Et donc, dans ce cas-là, si cette hausse a été constatée soit en N-1, soit en N-2 et que le prix a augmenté de 10% durant ces exercices, alors dans ce cas-là, elle peut constater une provision pour hausse des prix. Il y a deux méthodes pour calculer la provision à passer en N et elle va dépendre de si le prix de N-2 est inférieur au prix de N-1 ou inversement si le prix de N-1 est inférieur au prix de N-2. Dans le premier cas, si le prix de N-2 est inférieur au prix de N-1, alors la provision en N va être calculée en faisant le prix en N, moins 1,1 fois le prix en N-2, fois les quantités en N, moins la provision de N-1. Et dans l'autre cas, si le prix de N-1 est inférieur au prix de N-2, alors la provision en N sera égale au prix de N, moins 1,1 fois le prix de N-1,
fois la quantité en N. Au niveau des écritures comptables, ce sont des écritures classiques de provision. Notre compte de provision pour hausse des prix, c'est 1431. Et donc, on va, dans nos écritures, mettre le résultat obtenu, soit à la première formule si le prix de N-2 est inférieur au prix de N-1, ou alors à la seconde si le prix de N-1 est inférieur au prix de N-2. Et cette provision va être reprise dans le cas où le prix va revenir à son ancien niveau. Il est important de savoir que la provision est rapportée au résultat à la clôture du 6e exercice suivant celui de la dotation, et elle reste 6 ans au bilan en faisant ressortir le montant de chaque exercice. La deuxième provision qu'on va voir, c'est la provision pour prêt d'installation à un salarié. Donc une entreprise, elle peut aider son salarié sous forme de prêt ou sous la forme d'une souscription au capital, ce qui donnera lieu à une provision réglementée devant respecter certaines conditions. Donc il y a 3 conditions à savoir. Dans le cadre d'un prêt, la dotation provision ne peut excéder 50% des sommes versées au salarié. Dans le cadre d'une souscription au capital, la dotation ne peut excéder 75% des sommes versées. Et enfin, le plafond global, c'est 46 000 euros. Et notre écriture de provision, c'est une écriture classique avec un 142. Il faut bien retenir ces 3 règles avec notre plafond à 46 000 euros. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 16e chapitre de comptabilité approfondie, le crédit bail et plus particulièrement l'approfondissement du crédit bail. Premièrement, qu'est-ce qu'un crédit bail? Normalement, on l'a déjà vu en comptabilité, mais le crédit bail, c'est une opération de location de biens qui donne la faculté au locataire d'en acquérir tout ou partie en moyennant une prime convenue à l'avance tenant compte pour partie au moins des versements effectués à titre de loyer. Donc pour rappel, qu'est-ce qui doit être présent en annexe pour le crédit bail? La valeur du bien pris en crédit bail, le montant des redevances de l'exercice, le cumul des redevances, les dotations aux amortissements de l'exercice, le montant cumulé des dotations, l'évaluation des redevances restantes à payer et enfin le prix d'achat résiduel. Donc à la levée d'option, le bien est inscrit à l'actif pour son prix d'acquisition, c'est-à-dire le prix de levée d'option, et il amortit sur la durée résiduelle d'utilisation, avec un amortissement linéaire qui est obligatoire. Dans certains cas, ça pose problème. Par exemple pour les crédits bail immobiliers, puisqu'il y a un terrain et un immeuble. Pour connaître la valeur du terrain, on va récupérer celle dans la compta du bailleur, et pour connaître la valeur de l'immeuble, on va prendre la construction qui correspond au solde du prix, donc la levée d'option moins la valeur du terrain, puis on va l'amortir sur la valeur résiduelle. Et donc au niveau des amortissements ultérieurs de la construction, on va prendre une valeur fiscale qui est égale à la valeur comptable plus la somme réintégrée, plus les quotes-parts de loyer non déduits pendant la durée du contrat. Et donc, au moment où la base amortissable fiscale va être supérieure à la base amortissable économique, dans ce cas-là, il y aura des amortissements dérogatoires et donc la base va être constituée par les sommes réintégrées. En cas d'achat d'un contrat de crédit bail pendant la période de location, eh bien, c'est un 206 droit au bail et ce droit au bail est amorti sur la durée résiduelle du contrat. Si on a obtenu un crédit bail via une subvention, on va les répartir par part égale sur les exercices du crédit bail et dans l'ensemble, c'est comptabilisé normalement. Depuis le 1er janvier 1996, on va distinguer la part entre l'amortissement et les frais financiers. Et dans l'amortissement, on va distinguer la part des constructions et la part des terrains. Dans ce cas-là, la quote-part de redevance correspondant aux frais financiers est déductible et les quotes-parts de redevance correspondant aux amortissements sont déductibles uniquement jusqu'à concurrence de la somme des frais d'acquisition de l'immeuble supporté par le bailleur et du cumul des amortissements correspondant aux constructions. Bon, c'est quelque chose d'assez précis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est simplement qu'il faut distinguer la quote-part de redevance et la quote-part liée aux amortissements. Et dans ce cas-là, la somme à réintégrer va correspondre à la comparaison du prix d'option et de la valeur résiduelle, moins les quotes-parts de loyer non déduites, plus le montant à réintégrer des quotes-parts de loyer non déduites. Donc, dans l'ensemble, c'est tout pour l'approfondissement du crédit bail. La partie la plus importante, je dirais que c'est celle-ci. Si il y a un crédit bail immobilier, il faut bien distinguer le terrain, dont la valeur va être celle de la compta du bailleur, et la construction, dont la valeur va correspondre à la levée d'option moins la valeur du terrain. Et à savoir que on va donc amortir sur la valeur résiduelle le crédit bail au moment de son acquisition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 17e chapitre de comptabilité approfondie, les créances et dettes en devises.
Donc premièrement, les opérations en devises étrangères sans couverture. Alors ce qu'on va appeler sans couverture, on va le comprendre juste après, c'est entre guillemets sans assurance, sans protection de la différence de taux de change qu'il peut y avoir. Donc les créances et dettes en devises à leur date d'entrée dans le patrimoine, elles vont être converties et comptabilisées en euros dans la comptabilité française au dernier cours de conversion. À l'arrêté des comptes, on va regarder ces créances et dettes en devises et on va voir s'il y a une variation ou pas. Et cette variation, on va la passer dans un 476 différence de conversion active, donc c'est-à-dire l'augmentation de la dette, donc c'est au débit, ou alors un 477 différence de conversion passif avec une diminution de dette au crédit. Et les écarts de conversion actifs sont provisionnés par un compte de provision 1515, provision pour perte de change. Au règlement, donc au paiement de la créance ou de la dette, on va regarder le résultat de change qui va être enregistré en résultat d'exploitation ou en résultat financier. Donc ça va soit passer par un 656 avec une perte de change sur la créance ou la dette commerciale, soit un 756, gain de change sur créance et dette commerciale. Donc ce 656 ou cette 756 va compléter la différence entre la dette ou la créance et le montant effectivement réglé. Et dans le cas où l'opération a un caractère financier, ça passe par un résultat financier, donc un 666 perte de change financière ou un 756 gain de change financier. Au niveau des liquidités en monnaie étrangère, à l'arrêté des comptes, elles sont enregistrées en résultat financier, soit 766, soit 666, pour leur variation. Les autres actifs ou passés en monnaie étrangère, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, elles sont converties et comptabilisées en euros au dernier cours, donc c'est la même règle que pour les dettes et les créances. Et à l'arrêté des comptes, en vertu de l'application du principe du coût historique, ces actifs ne sont pas réévalués au cours de clôture. Par contre, en annexe, il faut faire mention de la nature, du montant et du traitement des écarts de conversion. Au niveau du traitement fiscal, pour la spécificité, les pertes réalisées, donc 656 ou 666, sont déductibles, de même que les produits sont imposables. Les gains latents, donc 477, sont imposables. Les pertes latentes sont déductibles et donc les provisions pour perte de change ne sont pas déductibles. Donc au niveau des déductions et des réintégrations, le résultat fiscal il est égal au résultat comptable, moins le 476 qui est déductible, plus le 477 qui est imposable. Dans le cas où il y a une couverture, donc c'est lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions vont donc être ajustées en conséquence. Donc dans le premier cas, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert. Dans le second cas, il est possible qu'il y ait une perte latente et cette perte elle soit qualifiée d'instrument de couverture. Celle-ci donne lieu à aucune provision. Et enfin, dans le dernier cas, c'est lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change. Le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur gains. Donc, on va illustrer tout ça. Donc, pour illustrer tout ça, admettons qu'une entreprise a une créance en dollars. Pour se couvrir de la variation du dollar en fonction de l'euro, au même moment, l'entreprise va emprunter la même somme en dollars. Donc, admettons à ce moment-là, elle aura une créance de 10 000 dollars et elle va se créer une dette de 10 000 dollars. Et donc, vous comprenez bien que c'est une couverture puisque dans notre situation, si le cours du dollar augmente, notre créance va augmenter. Et si le cours du dollar est de l'autre côté, notre dette va également augmenter. Donc ça se compense. Mais dans un autre cas, si le cours du dollar diminue, notre créance va diminuer et notre dette va également diminuer. Et donc c'est tout l'objectif d'une couverture. Et la phrase ici qui précise le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur gain, c'est dans le cas où la dette ne compense pas entièrement la créance. Admettons que là, une dette n'a été créée qu'à hauteur de 8 000 dollars. Dans ce cas-là, il y a 2 000 dollars qui ne sont pas couverts. Et donc cet excédent de 2 000 euros de la créance va être soumis aux variations du dollar et donc en conséquence ne sera pas couvert par celle-ci. Et donc au niveau des écritures, ça sera des écritures dans des comptes de classe 4 avec un 47,68 différence compensée par couverture et un 47,61 écart de conversion actif. Donc ici, vous allez mettre la part couverte et de l'autre côté, forcément, 47,72 écart de conversion passif et 47,78 différence compensée par clôture de charge. Et donc ces deux écritures vont permettre de venir couvrir les deux différences d'écart de conversion grâce à la couverture que vous avez réalisée. Pour ce chapitre, et d'ailleurs comme pour tous les autres, je vous conseille de vous entraîner. Il est essentiel que vous ayez compris la notion de couverture et il est essentiel pour cela de réaliser des exercices,
dans lesquels une couverture est réalisée et les écritures suivantes sont utilisées. Il est également possible que la couverture ne couvre pas l'entièreté et donc dans ce cas-là, une provision devra être passée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 14e chapitre de comptabilité approfondie, les abandons de créances. Ce chapitre va être relativement court. L'essentiel de ce chapitre sera de connaître les deux définitions et les écritures comptables qui se rattachent à ces deux types d'abandons. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'abandons. Les abandons commerciaux. Les abandons commerciaux, ils visent à maintenir des débouchés ou à préserver des ressources d'approvisionnement. Alors, au niveau des écritures comptables, la société qui abandonne la créance, pour elle, ça va être considéré comme une subvention accordée, donc ça va être une charge 6715, et en face, un 411 client va être enregistré. À savoir que fiscalement, le 6715 peut être déductible et donc elle peut donc réduire son impôt en abandonnant cette créance. Et au niveau de la TVA, cela va donc donner lieu à une TVA régularisée et il faut savoir que la TVA peut être récupérée dans certaines conditions. Pour la société qui bénéficie de l'abandon, ça va être un fournisseur et un 7715, une réception de subvention dite d'équilibre, et cette subvention est un produit imposable, tout comme la charge de subvention accordée est une charge déductible. Et au niveau de la TVA, eh bien ça sera la même chose, une TVA à régulariser avec notre fournisseur. Le deuxième type d'abandon sont les abandons financiers. C'est un abandon qui intervient entre deux sociétés liées par un lien exclusif. C'est important de comprendre que c'est deux sociétés qui sont relativement proches, par exemple des sociétés mères et des filiales. Au niveau de la société mère, l'écriture d'abandon de créance, ce sera un compte charge 664, perte sur créance liée à des participations, puisqu'elle a des participations dans la filiale, et 267, créances rattachées à des participations. Donc cette écriture, il faut la savoir par cœur, puisque c'est des comptes qu'on utilise assez rarement. Et chez la filiale, ce sera 171 dettes rattachées à des participations, et le produit, ce sera considéré comme un produit exceptionnel, 77,88. Et important, si cet abandon de créance est assorti d'une clause de meilleure fortune, si la situation dans ce cas-là s'améliore, alors il y aura un paiement, et donc ça doit être mentionné en annexe, puisque en cas de meilleure fortune de la société qui bénéficie de l'abandon, et bien finalement, elle devra payer la dette qu'elle a envers la société mère. Voilà, c'est tout pour ce chapitre, c'est relativement court. Il faut que vous connaissiez absolument les écritures qui se rattachent à ces deux types d'abandon, et il faut que vous sachiez faire la différence entre abandons commerciaux et abandons financiers pour éviter de vous faire piéger. Je vous conseille de bien distinguer les abandons qui visent à maintenir des débouchés ou préserver des ressources d'approvisionnement. Donc les deux entreprises peuvent être relativement proches, mais si elles ne sont pas liées par un lien exclusif, le lien doit être exclusif, dans ce cas-là, c'est un abandon commercial. Et dans l'autre cas, c'est un abandon financier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle d'un moment clé dans la vie d'un salarié, le départ à la retraite. C'est un sujet très technique en comptabilité, alors on va aller droit au but. Il y a trois types d'indemnisation qui sont possibles lors du départ à la retraite. L'indemnité de départ à la retraite, qui va être versée directement par l'employeur, la pension de retraite versée par un organisme extérieur, et les avantages connexes comme l'assurance maladie, invalidité ou décès. Il y a deux régimes qui sont possibles pour l'entreprise. Premièrement, le régime de cotisation. Dans ce régime, l'entreprise verse régulièrement des cotisations à un organisme tiers. Le salarié récupérera les capitaux à son départ augmentés des placements effectués. Aucun enregistrement pour l'entreprise des cotisations déductibles fiscalement. En annexe des comptes, par contre, il faut préciser la méthode utilisée pour évaluer tout ça, les écarts actuariels, le montant total de l'engagement, le montant provisionné, le montant contracté au profit des dirigeants. Le second régime, c'est le régime à prestations définies. Ici, l'entreprise, elle va s'engager à verser une somme déterminée aux salariés, soit sous forme d'indemnité de départ, soit en pension de retraite. En comptabilité, l'engagement est inscrit au bilan sous forme de provision et la méthode de référence, c'est la provision pour engagement de retraite. Comment est-ce qu'elle se comptabilise cette provision ? Eh bien, cette dotation n'est pas déductible fiscalement. Elle est considérée comme un changement de méthode comptable justifié par l'obtention d'une meilleure image fidèle.
La charge liée aux exercices antérieurs est retraitée directement dans les capitaux propres via le compte 119 de report à nouveau. L'écriture est la suivante. Le changement de méthode entre n et n plus 1, il y a donc un report de la charge entre le 3112n et le 0101n plus 1. Ce report de la charge se fait par un report à nouveau du compte 119 et notre compte 153, provision pour pensions et obligations similaires. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces comptes ? On va mettre le montant qu'il aurait dû être provisionné avant le changement de méthode comptable. Au cours de l'exercice, les provisions supplémentaires seront enregistrées de façon classique avec une dotation et notre compte de provision 153. Le paiement aux anciens salariés, comment est-ce que ça se fait ? Eh bien, quand l'entreprise verse l'indemnité au moment du départ à la retraite, on va donc sortir de la banque le montant de l'engagement dans un compte 6414, indemnités et avantages divers. Le principe de séparation des exercices, il nous dit qu'il faut forcément contrepasser l'écriture, à savoir le 6414 par un 428 personnel charge à payer au 3112N avec le montant des engagements rapporté à l'exercice. Cette écriture, il faut la contrepasser à l'ouverture. En somme, le traitement comptable dépend du régime choisi et attention à bien distinguer ce qui relève de la provision, de la charge à payer et ce qui est simplement une cotisation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à consulter les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne et également les fiches dans la description. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse au compte d'abonnement en comptabilité approfondie. Alors premièrement, cette vidéo sera très courte puisque cette notion est assez rapide à comprendre et son utilité est précise. Clair. Pour faire simple, le compte d'abonnement, ça sert à répartir de façon périodique les charges qui sont payées annuellement par l'entreprise. Autrement dit, prenons l'exemple d'une entreprise qui va payer son abonnement de téléphone, par exemple, une fois par an. Eh bien, pour avoir le détail mensuel de cette charge, eh bien, on va procéder à des écritures comptables afin de la répartir mensuellement. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est le plus parlant que j'ai trouvé. Eh bien, les écritures, c'est celle-ci. On va passer notre charge et on va passer de l'autre côté un 4886, un compte qui est dédié à ça, le compte de répartition périodique des charges. La charge qu'on va passer, eh bien, c'est celle qu'on veut répartir. Et donc, on va prendre le montant total de la charge annuelle qu'on va diviser par le nombre de mois, soit donc 12. Cette division peut ne pas être 12 en fonction de la répartition qu'on souhaite pratiquer. L'écriture de l'autre côté, c'est le 4886, la charge qu'on paye mensuellement. Et de l'autre côté, on va passer un 401 fournisseur. À savoir que cette répartition peut être également faite pour les produits. Cette fois-ci, ça va être un 4887, compte de répartition périodique des produits. Les produits dont le montant peut être connu ou fixé d'avance avec une précision suffisante et qu'on décide de répartir par fraction égale entre les périodes comptables de l'exercice. À quoi ça sert ça concrètement ? Ça sert à ce qu'on ait une vision plus précise de façon mensuelle de l'activité afin de savoir quelle charge incombe à quelle période exactement. Tandis que de l'autre côté, si par exemple on avait passé notre charge téléphonique en entièreté le mois de janvier, eh bien nos charges auraient été fictivement augmentées puisque en réalité cette charge concerne l'ensemble de l'année et pas seulement le mois de janvier. C'était tout pour cette notion, on se retrouve pour la prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la participation des salariés en comptabilité approfondie. Donc, ce chapitre sera approfondi en 3e année de DCG en droit social. Vous allez voir un peu plus l'aspect juridique de la participation des salariés. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'aspect comptable. Premièrement, la formule légale. La participation, ça peut donner lieu à plusieurs formules légales, mais le minimum, c'est celle-ci. C'est celle imposée par la loi. Elle ne peut pas être inférieure à ça. Donc, c'est 1,5 multiplié par B, moins 5% fois C,
fois S sur V1. Bon, ça fait beaucoup de variables, on va rentrer en détail. B, c'est le résultat fiscal imposable au taux normal, moins le déficit reportable imputé en N, moins l'impôt. C, c'est les capitaux propres, donc c'est le capital social, plus les primes, plus les réserves, plus les reports à nouveau, plus les écarts de réévaluation, plus les provisions réglementées, sauf les 145, plus les provisions ayant supporté l'impôt. Et S, c'est le salaire brut, avant déduction des cotisations sociales. Enfin, VA, c'est le résultat courant avant impôt, plus les charges de personnel, plus l'impôt taxe, plus les dotations aux provisions d'exploitation, plus les dotations aux amortissements, plus les charges financières. Normalement, si vous avez bien suivi le cours de finance, vous savez calculer à peu près tout ça. Donc vous allez pouvoir calculer la participation des salariés au résultat. Évidemment, comme en comptabilité approfondie, on n'a pas accès à la calculatrice durant l'examen, ce sera des valeurs qui seront relativement faciles à calculer de tête, donc ne vous compliquez pas trop la tâche. Les écritures comptables. Premièrement, à la clôture de N, le principe de séparation des exercices veut qu'on constate une charge qui réduit le résultat. Et bien cette charge, c'est le 691, participation des salariés au résultat, et de l'autre côté, un 4284, dette provisionnée pour participation. Cela a pour effet de diminuer le bénéfice distribuable aux actionnaires. À l'approbation des comptes en juin N+1, eh bien il y aura une répartition réelle de la dette, on bascule vers une dette envers les salariés et l'URSSAF. C'est donc le 42,84 qui va être soldé par le 42,46 participation des salariés et le 431 sécurité sociale, donc de 9,7%. Et enfin, le versement de la participation, le 42,46 est soldé par le 512 banque directement. C'était tout pour ce chapitre qui vient conclure le programme de comptabilité approfondie. Je vous conseille de bien travailler cette matière avec beaucoup d'exercices et si vous souhaitez approfondir tout cela, n'hésitez pas à accéder aux fiches dans la description que je vous propose. Merci pour le visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on aborde deux chapitres clés de la comptabilité approfondie. Premièrement, le chapitre 21, les actions, et deuxièmement, les obligations, avec un focus particulier sur les dépréciations et le transfert de dette. Ces deux notions sont incontournables pour comprendre la gestion des titres dans les entreprises. Premièrement, les actions. Contrairement à d'autres titres, la dépréciation des actions n'est pas systématique. Elle ne s'applique que si une baisse anormale et durable est constatée. Comment est-ce qu'on va qualifier cette baisse anormale et durable ? Eh bien, premièrement, elle concerne les actions cotées, les obligations cotées, les OPCVM dont la valeur est établie quotidiennement. Premièrement, il va falloir qu'on calcule le cours moyen corrigé. Le cours moyen corrigé, il correspond à une moyenne des cours sur une période donnée en excluant les 3 jours les plus hauts et les 3 jours les plus bas. Cela permet de neutraliser les fluctuations ponctuelles. Pour qu'un titre soit déprécié, on considère une baisse anormale. Qu'est-ce qu'on considère comme anormal ? C'est lorsque la différence entre le cours moyen et le cours moyen corrigé est de plus de 10% du cours moyen du dernier mois. Et on applique une dépréciation avec la formule suivante, le cours moyen moins le cours moyen corrigé multiplié par le nombre de titres possédés. Pour les plus-values et les moins-values. Les moins-values latentes peuvent être compensées par des plus-values latentes. Cela respecte le principe de prudence tout en évitant une dépréciation excessive. Comment est-ce qu'on évalue notre plus-value ? Eh bien, on va prendre notre coût d'acquisition des titres auquel on va retrancher les plus bas des deux cours moyens, normal ou corrigé, multiplié par le nombre de titres possédés. Maintenant, on va s'intéresser au chapitre 22, les obligations. La première chose qu'il faut comprendre dans ce chapitre, c'est la comptabilisation des obligations et des actions ordinaires et donc est décomposée. L'acquisition d'une obligation est décomposée en deux parties. La valeur en capital, qui correspond au prix de l'obligation, et l'intérêt couru, donc la part du coupon déjà acquise. Au niveau de la comptabilisation, comment ça se passe ? Eh bien, on va distinguer le prix de l'obligation et l'intérêt couru. Dans des comptes de classe 5, donc 50 et quelques pour l'obligation et 50,88 pour l'intérêt couru. Et de l'autre côté, un 512 banque évidemment. Afin de respecter le principe de séparation des exercices, il faut rattacher le coupon à l'exercice concerné. Ce rattachement se fait avec l'écriture suivante, un 50,88 intérêt couru et un 764 revenu des valeurs mobilières de placement. Il faut rattacher le nombre de mois du coupon à l'exercice. Donc ça, c'est un calcul qui va être effectué en fonction du mois d'acquisition et du mois de clôture de l'exercice. Cette écriture va évidemment être contrepassée au 1er janvier, donc 764, 50,88. Afin de respecter le principe de prudence, en cas de perte de valeur, il va falloir forcément déprécier l'obligation avec 68,66 et 59,0 dépréciation des obligations. En cas de cession, comment ça se passe ? Eh bien, on va vendre l'obligation et donc il faut décomposer le prix de vente, le revenu du coupon, le gain ou la perte de cession et la sortie du titre. Et c'est comme ça qu'on va décomposer notre écriture avec ce qui rentre en banque, donc le 512 banque, qu'on va décomposer en
revenu des valeurs mobilières de placement, donc le calcul du coupon couru, 767 sur gain sur cession des valeurs mobilières de placement si c'est une plus-value et 667 si c'est une moins-value, et notre obligation 506 qui correspond à la sortie du titre. Maintenant, nous allons voir le transfert de dette. C'est une opération de défaisance. L'objectif de cette opération, ça sert à quoi ? Le transfert de dette, c'est une technique par laquelle une entreprise transfère le remboursement de sa dette obligataire à une autre entité, souvent contre rémunération évidemment, donc il y a des frais. Et au niveau des écritures, comment ça se passe ? Premièrement, on va voir les écritures dans l'entreprise qui transfère sa dette, donc on est du côté de l'entreprise. La première chose, c'est la sortie des obligations affectées au remboursement de la dette. Cette écriture, c'est la suivante. 66, c'est une charge financière. Et de l'autre côté, nos obligations, donc 506. La sortie de la dette et des éléments qui s'y rapportent, donc ça correspond à un emprunt obligataire, donc 163 et 66 charges financières de l'autre côté. Et il y a évidemment la prime de remboursement liée à la dette, qui correspond encore une fois à une charge financière, 16,93, prime de remboursement. La dette sort du bilan, mais doit figurer en annexe tant qu'elle n'est pas juridiquement éteinte. C'est un point important. Il y a évidemment une commission. La commission correspond à la rémunération de l'organisme qui se charge du service de la dette. On peut évidemment déprécier ses obligations avec un 686 et un 512. Maintenant, on va voir les écritures dans l'entreprise chargée du service de la dette. Premièrement, cette dette, elle doit être inscrite au bilan. Comment elle est inscrite ? Par cette écriture, le 506 obligation qui rentre et un emprunt obligataire qui est émis, donc 163. L'entreprise qui charge la dette, elle se rémunère par une commission. Cette commission, elle rentre en banque par le compte 768, autres produits financiers. Il faut également enregistrer la fraction de la commission relative aux exercices ultérieurs en produits constatés d'avance. 768, la commission, et 487, produits constatés d'avance. Au regard des principes comptables, le principe de non-compensation n'est pas respecté par cette méthode puisqu'on compense un actif, une obligation, par un passif. Le principe de séparation des exercices n'est pas respecté non plus, puisqu'il y a un impact immédiat alors que la dette couvre plusieurs exercices. Et la prééminence de la réalité économique, elle est respectée, on tient compte de la réalité financière plutôt que de l'apparence juridique. Voilà pour ce double chapitre sur les actions et les obligations et les transferts de dette. Vous devez retenir le calcul précis des dépréciations, les écritures clés liées aux obligations et aux actions, et surtout l'impact des opérations complexes comme les transferts de dette sur les principes comptables. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains chapitres du DCG, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Cette vidéo sera consacrée à un sujet essentiel pour le DCG et en particulier pour la comptabilité des associations et celle des collectivités locales. Premièrement, la comptabilité des associations. Alors, qui est concerné par les obligations comptables ? Les associations doivent établir des comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes si elles reçoivent plus de 153 000 € de subventions publiques. Et également si elles dépassent 2 des 3 seuils suivants. Si elles ont soit plus de 50 salariés, soit un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros hors taxes, soit un total de bilan supérieur à 2 millions d'euros. Donc si elles reçoivent plus de 153 000 € et qu'elles dépassent 2 des 3 seuils cités précédemment, elles doivent nommer un commissaire aux comptes obligatoirement et tenir des comptes annuels. Les seuils peuvent changer, donc je vous conseille tout de même de vérifier de votre côté. La contribution volontaire en nature. Si l'association reçoit des dons en nature, donc par exemple de services, locaux, matériels, etc., ceux-ci peuvent être enregistrés dans les comptes de classe 8, à condition que les éléments soient essentiels à l'activité et que l'association soit capable de recenser et valoriser les dons. Comment est-ce que ça se passe, la comptabilité d'une association ? Alors on va voir ici plusieurs écritures. Premièrement, la notification d'une subvention. Donc lorsque l'association est notifiée qu'elle va recevoir une subvention, eh bien ça s'enregistre dans un compte 4417, état subvention à recevoir, et de l'autre côté notre compte 74 de subvention. À la réception de la subvention, c'est notre compte 4417 qui va être soldé par notre compte 512 banque. Et si la subvention s'étale sur plusieurs exercices, eh bien on va réaliser un produit constaté d'avance en soldant une partie de notre subvention,
donc 74 subventions et 487 produits constatés d'avance. Il faut rattacher la part de la subvention à l'exercice concerné. Et également, si la subvention attribuée sur une période n'a pas été utilisée en totalité par l'association, il faut l'étaler et donc par conséquent, on va passer une écriture assez exotique, 68,94 engagements réalisés sur subvention et 194 fonds dédiés sur subvention. On va ensuite reprendre cette écriture par un 789 qui va venir solder notre compte. Au niveau de la réception des dons, eh bien ça s'enregistre dans le compte banque directement avec un compte de produits 758, produits divers de gestion. En cas d'apport d'une immobilisation amortissable par un donateur, donc lorsqu'un généreux donateur apporte une immobilisation, en fait un don à l'association, c'est cette écriture-là qui va être passée, le compte de l'immobilisation concernée, et de l'autre côté, un 103, fonds d'association avec droit de reprise, ou un 102 sans droit de reprise. Donc le 103, c'est lorsque le donateur a la possibilité de reprendre le bien à l'association, et le 102, eh bien, c'est lorsqu'il n'a pas cette possibilité-là. Donc ça va permettre de constater les amortissements d'immobilisation donnés. La comptabilité des collectivités locales. Quelles collectivités sont concernées? On parle ici des communes, des départements et des régions. Elles suivent une comptabilité publique encadrée par la loi LOLF, la loi organique sur les lois de finances de 2001, qui a pour objectif d'augmenter la transparence et une logique de performance pour les collectivités locales. Le cadre légal et le fonctionnement. Chaque collectivité a une assemblée élue qui vote un budget et qui approuve les comptes. Et il y a également un pouvoir exécutif chargé de la gestion quotidienne. Donc je vous laisse voir par vous-même un tableau qui résume l'assemblée élue et le pouvoir exécutif en fonction des régions, des départements et des communes. La dualité entre ordonnateur et comptable. Il y a une séparation stricte des deux rôles. L'ordonnateur, il a un pouvoir exécutif. Il décide et ordonne les dépenses. Alors que le comptable public, lui, c'est un fonctionnaire de l'État. Il exécute les paiements et il tient la comptabilité. Cette séparation garantit la sécurité juridique et financière, puisque ces deux fonctions sont indépendantes et assurent une sécurité. En parlant des références réglementaires, il y a l'instruction M14, le plan comptable des communes qui est aligné en partie sur le PCG privé. Et il y a également le contrôle qui va être assuré par la Cour régionale des comptes. Au niveau des documents comptables, eh bien, il y a le budget qui est divisé en deux sections, la section fonctionnement et la section investissement. La comptabilité est tenue par nature, donc selon le type de dépense, et par fonction, les missions publiques. A noter que l'amortissement n'est obligatoire que pour les communes de plus de 3500 habitants. Voici une écriture de subvention, par exemple une écriture de subvention d'équipement, et donc ici, c'est pas un 512, c'est bien un 515, compte du Trésor. Et cette subvention peut faire l'objet d'un amortissement selon les règles en vigueur. Voilà, vous connaissez maintenant les principes essentiels de la comptabilité des associations et des collectivités locales. Il faut savoir les obligations réglementaires, les traitements des subventions, dons, immobilisation et le fonctionnement de la comptabilité publique locale. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, liker et partager pour soutenir la chaîne. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.